Yo tout le monde, comme subrepticement suggéré dans cette introduction, aujourd'hui on va parler du groupe le plus diversifié sur Terre, l'ordre des coléoptères, et mon dieu ça va être la plus grosse vidéo de la chaîne. Dans le dernier épisode on a parlé de 4 petits ordres d'insectes peu connus du grand public, et cette fois nous allons prendre bien notre temps pour essayer de parler d'un maximum de groupes de coléoptères, et je dis bien essayer car on va forcément louper des choses tellement c'est le bordel. Donc installez-vous tranquillement et préparez-vous à encaisser un max de connaissances. Je tiens à préciser que pour réaliser cet épisode, je me suis pas mal appuyé sur un super bouquin que je vous conseille à tous, Coléoptères du monde, une encyclopédie de Patrick Bouchard aux éditions Delachaux et Niestlé. Comme pour les insectes des 2 épisodes précédents, les coléoptères sont des holométaboles. Vous connaissez la chanson maintenant, les holométaboles sont des insectes avec un cycle de vie tel quel. Femelle pond œuf, larve éclot, larve mange beaucoup, larve se transforme en nymphe, nymphe reste sans bouger pendant plusieurs mois, puis émerge un adulte trop badass avec des ailes qui s'accouplent pour que la femelle ponde des œufs, et le cycle recommence. Chez les holométaboles, on assiste donc à une vraie métamorphose, la larve ayant une anatomie très différente de celle de l'adulte. Les coléoptères possèdent des ailes antérieures modifiées appelées élytres, de vraies cuirasses qui les aident à se stabiliser en vol, ainsi qu'à protéger leurs délicates ailes postérieures qui, elles, servent à voler. Attention, chez certains groupes de coléos, la capacité de voler a été perdue au cours de l'évolution. Les ailes du vol sont repliables et se rangent donc comme dans un étui, d'où le terme coléo venant du grec et signifiant fourreau, tandis que ptère signifie aile. Chez certains coléoptères, les élytres peuvent également retenir des bulles d'air sous l'eau. Cette fabuleuse adaptation morphologique, formant un corps compact et solide, est l'une des clés du succès évolutif des coléoptères. Et mon dieu, quel succès! Les coléoptères sont le groupe le plus diversifié sur Terre, avec près de 400 000 espèces décrites, l'équivalent de 25% des espèces animales. Tout simplement, un animal sur 4 est un fucking coléoptère. Au total, on compte 211 familles pour 541 sous-familles, toutes réparties entre 4 sous-ordres. Des coléoptères, vous en connaissez tous. Coccinelle, carabe, capricorne, cétoine, lucane, et pour faire simple, on les désigne souvent tous sous le terme de scarabée. Mais attention, techniquement le mot scarabée devrait être réservé exclusivement aux membres de la famille des Scarabéidés, qui ne sont qu'une seule famille au sein des 211 familles de coléoptères. Quant à eux, les anglophones emploient le mot beetle pour parler de coléo, et c'est assez rigolo car beetle dérive d'un mot médiéval, beetle, lui-même issu du vieil anglais beetla, signifiant petit murder. Les coléoptères ont colonisé tous les biotopes au niveau terrestre et eau douce, le milieu marin restant le royaume des crustacés dont on parlera un jour. Les modes de vie et les régimes alimentaires des coléos sont ultra diversifiés. Phytophages, nectarivores, xylophages, frugivores, nécrophages, coprophages, prédateurs, mycophages, parasites, enfin bref, ne vous inquiétez pas, on va passer tout ça en revue. Pour aborder un petit peu l'histoire évolutive des coléoptères, sachez qu'on a découvert un paquet de fossiles dans les couches sédimentaires et dans la sève de pin pétrifié. L'ambre. Les premiers procoléoptères fossiles datent du Permien inférieur en Europe de l'Est il y a 280 millions d'années, bien avant les dinosaures. Ils ressemblaient aux mégaloptères actuels dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Ces procoléoptères étaient aplatis et vivaient probablement sous les écorces. Ils constituèrent potentiellement les ancêtres de plusieurs ordres d'insectes holométaboles. Nos coléoptères modernes apparurent à la fin du Trias, il y a environ 240 millions d'années, époque à laquelle les 4 sous-ordres actuels existaient déjà. Comme d'habitude, en tant que fil conducteur de l'épisode, on va se baser sur un arbre phylogénétique. Et voici la tronche du bordel. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, vous vous en doutez. Je l'ai tiré du papier de McKenna et collaborateurs sorti en 2019 intitulé The Evolution and Genomic Basis of Beetle Diversity. Les auteurs ont construit cette phylogénie à partir de 4818 gènes de 146 espèces et estimé la date et les taux de diversification à l'aide de 89 gènes de 521 espèces représentant toutes les principales lignées de coléoptères. Leur étude a notamment confirmé la codiversification des coléoptères avec les angiospermes entamés au Jurassique, responsable en partie de tout ça! Enfin bref, je reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo. Niveau classification, on a donc 4 sous-ordres de coléoptères. Les Archostemata, les Myxophaga, les Adéphaga et enfin les Polyphaga. Mais attention, ce n'est pas du tout équilibré en termes de nombre d'espèces entre ces 4 groupes.
partons ensemble pour un long voyage au sein de l'arbre des coléoptères. À partir de maintenant, je vais être obligé d'employer des termes pour désigner les différents niveaux taxonomiques. Juste pour faire une toute petite piqûre de rappel taxonomique pour les non-initiés, l'ordre des coléoptères appartient à la classe des insectes, elle-même placée dans l'embranchement des arthropodes. Coléoptère, ça désigne un ordre. Vient ensuite le sous-ordre, l'infraordre, la superfamille, la famille, la sous-famille, le genre et enfin l'espèce. A chaque fois, je vous parlerai d'espèces diverses et variées pour illustrer tout le bordel. Ok ? On entame notre périple avec le sous-ordre des Archostemata, le plus petit sous-ordre de coléoptères avec seulement une quarantaine d'espèces recensées. Ridicule ! Toutes les espèces mesurent entre 1 et 25 mm et sont réparties dans 5 familles. Les Archostemata constituent une lignée très ancienne, présentant un certain nombre de caractéristiques primitives. Leur morphologie est similaire à celle des premiers coléoptères. Ils sont très difficiles à observer du fait de leur rareté et certaines espèces ne sont représentées que par quelques spécimens dans les collections. Hormis pour quelques espèces, leur développement est à ce jour quasi inconnu et les larves de la plupart des espèces ne sont même pas décrites. Et pour les quelques larves connues, elles sont de forme allongée et vivent dans le bois parasité par les champignons. Les registres fossiles du Permien suggèrent que les Archostemata étaient autrefois beaucoup plus communs et dispersés sur une large portion du globe. Par conséquent, les espèces qui subsistent de nos jours sont les vestiges d'un groupe autrefois plus diversifié. Malgré le peu d'infos sur les Archostemata, je vais vous parler en détail de Micromalthus debilis, le seul représentant de la famille des Micromaltidés chez qui on connaît pas mal de trucs intéressants. La larve vit dans le bois pourri, mais surtout dans les poteaux téléphoniques, d'où son nom anglophone de Telephone Pole Beetle. Cette espèce est originaire de l'est de l'Amérique du Nord, mais on la retrouve désormais dans de nombreuses régions du globe. Et si j'ai choisi de vous en parler, c'est parce que Micromalthus debilis a un cycle de reproduction assez unique et plutôt chelou. Je m'explique. La majeure partie de l'année, une population de Micromalthus debilis est constituée uniquement de larves, qui se reproduisent en donnant naissance à d'autres larves. Il s'agit d'une forme de reproduction parthénogénétique néoténique. Pas commun déjà. Tous les individus sont des femelles et aucun accouplement n'a lieu. Mais, à la fin de l'été, ou si l'habitat commence à s'assécher, des larves femelles se transforment en nymphes, qui muent ensuite en femelles adultes ailées. Certaines larves femelles pondent un œuf qui donnera une larve mâle ce coup-ci. La larve va alors insérer sa tête dans l'orifice génital de sa mère et commence à se nourrir d'elle. Il faut environ une semaine au mâle pour dévorer sa mère en entière. Après quoi, il se transforme en nymphe et mue en un mâle adulte ailé. Voilou. Pour résumer, on est face à une espèce où les femelles mangent uniquement du bois pourri infesté de champignons et les mâles mangent uniquement leur maman. La question est, c'est quoi le moteur évolutif pour arriver à une telle chose ? Pas de réponse absolue, mais on a quand même une hypothèse. Les insectes qui se nourrissent d'aliments pauvres, comme le bois pourri infesté de champis par exemple, possèdent souvent des bactéries endosymbiotiques qui synthétisent les nutriments manquants à l'alimentation. Les bactéries profitent donc aux insectes et sont généralement transmises par les femelles grâce aux œufs. Il est possible que ces bactéries aient évolué pour devenir non fonctionnelles chez les mâles, les affamant ainsi. En réponse à ça, les mâles auraient évolué pour devenir cannibales, et du coup, le cycle de vie de Micromalthus debilis aurait évolué à son tour pour minimiser le rôle des mâles. Actuellement, les chercheurs n'ont pas réussi à savoir si les mâles étaient stériles ou s'ils avaient quand même un rôle dans la reproduction. Affaire à suivre. Sinon, l'espèce a également été retrouvée dans l'ambre sur des dizaines de millions d'années, ce qui est assez dingue d'un point de vue paléontologique pour le souligner. Une espèce s'étalant sur une période si longue, c'est exceptionnel. Micromalthus debilis semble évoluer indépendamment des autres coléoptères depuis si longtemps que sa relation évolutive avec les autres espèces d'Archostemata reste obscure malgré les recherches intensives. Passons au sous-ordre suivant, avec les Myxophaga. On est là aussi sur un tout petit groupe, avec environ une centaine d'espèces décrites réparties dans 4 familles. Les Archostemata sont des géants par rapport aux Myxophaga, puisque cette fois, toutes les espèces mesurent entre 1 et 2,5 mm, donc bonne chance pour en observer. Ces coléoptères sont aquatiques ou semi-aquatiques, et se nourrissent majoritairement d'algues d'eau douce, tout comme leurs larves. On va donc les retrouver dans les substrats humides, surtout en bordure de rivières ou près des chutes d'eau. On s'étend pas plus que ça sur les Myxophaga, car il n'y a pas énormément de choses intéressantes à dire à leur sujet.
Voici cette fois un sous-ordre beaucoup plus diversifié. Les Adéphagas, c'est quelques 40 000 espèces vivantes. Leur nom vient du grec adéphagos qui signifie glouton, allusion à la voracité de ces coléoptères qui sont pour la plupart carnivores. On caractérise deux grands groupes chez les Adéphagas, avec d'un côté les Géadéphagas, plutôt terrestres, rassemblant 2 familles, et de l'autre les Hydradéphagas, aux habitudes aquatiques, rassemblant 8 familles. Quoi de mieux pour attaquer les Géadéphagas terrestres avec la famille des Carabidés? On comptabilise plus de 40 000 espèces de carabidés, donc autant dire qu'elles constituent presque la totalité du sous-ordre des Adéphagas. Les carabes ont un corps allongé porté par de longues pattes fines et agiles. Près de 80% des espèces sont strictement carnivores, à leur échelle ce sont de redoutables prédateurs, comme en témoignent leurs mandibules longues et acérées, leur permettant de tuer et de broyer leurs proies en morceaux. Escargots, limaces, colamboles, insectes, ils ne font pas les difficiles. Ils sont très voraces, consommant leur propre masse corporelle en nourriture quotidiennement. Cette nourriture sert à construire des réserves avant la période de reproduction et d'hibernation. La qualité de la ressource alimentaire est un facteur important dans le développement larvaire des carabes, qui influera sur la taille et la fécondité des adultes. Certains carabes peuvent voler, mais la majorité d'entre eux ont des élytres fusionnés et en sont incapables, ce qui est en lien avec leur mode de vie plutôt nocturne. Les carabidés ont en général des teintes sombres, mais parfois des couleurs étonnantes et métallisées, résultant d'un phénomène optique d'interférence au niveau des fines couches de leurs élytres. D'ailleurs, voici une espèce emblématique magnifique de par ses reflets, le carabe doré, Carabus auratus, qui vit dans toute l'Europe. Généralement, on retrouve les carabes sous l'écorce des arbres, dans la litière du sol ou parmi les rochers, mais ils sont surtout réputés très abondants en milieu agricole, à cause des nombreux insectes phytophages, des aires de chasse très appréciées. Donc retenez bien ça, les carabes c'est des super auxiliaires de jardin, mais malheureusement ils sont très affectés par les pesticides. Ajoutez à ça l'engouement des collectionneurs pour les espèces colorées et la destruction et la fragmentation de leur habitat, et vous avez le trio gagnant expliquant la régression de beaucoup d'espèces de carabes à travers le monde. Les carabidés ont une paire de glandes pygidiales dans le bas de l'abdomen qui produit des sécrétions nocives pour éloigner les prédateurs. Certaines espèces ont développé cette faculté pour en faire un super pouvoir. Les bombardiers, qui doivent leur nom à la faculté de pouvoir sécréter un liquide brûlant composé d'hydroquinone et de peroxyde d'hydrogène, et qui va taper dans les 100 degrés, rien que ça. Le bombardier est capable d'expulser ce liquide sur ses prédateurs avec une telle puissance qu'on croirait entendre un canon. Oui, la détonation est parfaitement audible. La sous-famille de carabidés la plus diversifiée, c'est sans aucun doute celle des arpalinés, avec plus de 20 000 espèces décrites, soit près de la moitié des espèces de carabes. C'est au sein de cette sous-famille qu'on va retrouver les carabes granivores, qui sont les principaux consommateurs de graines d'adventice dans les régions tempérées. Parmi les carabidés, on retrouve la sous-famille des cicindélinés, couramment appelés cicindèles, des prédateurs à la vitesse démesurée pour leur taille. Les anglophones les appellent Tiger Beetles car ils se déplacent à la surface du sol et traquent leurs proies avant de fondre dessus pour les attraper avec leurs grosses mandibules. L'espèce la plus rapide, Cicindela hudsoni, originaire d'Australie, peut atteindre 9 km/h, soit plus de 50 fois la longueur de son corps par seconde, en faisant l'une des espèces animales les plus rapides sur Terre proportionnellement à sa taille. Une des espèces les plus emblématiques est certainement la cicindèle à 6 points, Cicindela sexgutata, originaire d'Amérique du Nord. Facilement reconnaissable par sa robe verte métallique et ses 6 points de couleur ivoire qui ornent son abdomen. Les larves de cicindèles vivent dans un terrier de forme cylindrique, et lorsqu'un insecte passe à proximité de l'antre, la larve rabat sa tête vers l'arrière et l'attrape en un éclair. Pour effectuer ce type de mouvement, la larve de cicindèle possède une formidable adaptation morphologique. Elle est dotée d'un crochet au niveau de l'abdomen qui lui permet de prendre appui à l'intérieur de son terrier. Il existe également des carabidés qui dénotent pas mal du reste de la famille d'un point de vue anatomique. C'est le cas pour la sous-famille des mormolicinés, composée d'un seul genre, mormolicés, les carabes violons. Ils ont une extraordinaire forme aplatie leur permettant à la fois de se réfugier sous l'écorce des arbres, mais aussi de prendre l'apparence d'une feuille grâce à leurs élytres translucides en forme de violon. Ce mimétisme très atypique les protège contre les prédateurs. Ils se nourrissent d'insectes et d'escargots et vivent tous en Asie du Sud-Est.
L'espèce la plus connue, Mormolicea phyllodes, peut mesurer jusqu'à 10 cm de long. On va maintenant parler de l'autre grand groupe d'Adéphaga, les Hydradéphaga. Et si les carabes excellent en prédation sur la terre ferme, on peut qualifier leurs cousins les dittiques de seigneurs aquatiques. Les Ditticidés regroupent près de 4000 espèces de coléoptères prédateurs vivant en eau douce. Dittikos vient du grec et signifie littéralement qui aime plonger. Preuve de leur affection pour l'eau, ils ont des pattes parfaitement adaptées au milieu aquatique, de belles palettes natatoires. Les dittiques ne possèdent pas de branchies, donc ils doivent régulièrement remonter à la surface pour renouveler leurs réserves d'air situées sous leurs élytres. Malgré leurs mœurs aquatiques, les adultes sont parfaitement capables de voler pour changer de point d'eau quand ça leur chante. Les dittiques sont carnivores, ok. Mais là on est quand même sur de l'insecte qui bouffe du vertébré. Oui monsieur, les dittiques mangent des têtards, des grenouilles, des petits poissons, et même du héron quand l'occasion se présente, bordel. Si les adultes sont de redoutables prédateurs, les larves également aquatiques sont aussi très énervées, et particulièrement voraces, pouvant s'attaquer à des têtards comme papa-maman. Elles chassent à l'affût et disposent d'un venin contenant des enzymes digestives qu'elles injectent dans le corps de leur proie, à l'aide de leurs mandibules, dont la taille imposante permet aussi l'immobilisation des futures victimes. Les organes de la proie se liquéfient sous l'action des enzymes et la larve de dittique peut ensuite en aspirer le contenu, ne laissant qu'une enveloppe vide à la fin du repas. Et ouais, ça rappelle un petit peu le mode opératoire des araignées. En Europe, l'espèce emblématique c'est le dittique bordé, Dittiscus marginalis, qui peut mesurer pas loin de 2 cm. Le grand dittique, Dittiscus latissimus, est encore plus balèze et va taper dans les 4 cm, mais bon, il se fait de plus en plus rare. Globalement, le mode de vie de la plupart des espèces de Ditticidés est très similaire, donc je vais pas m'étendre sur cette famille et juste vous laisser admirer ce dittique nord-américain bien stylax avec ses taches jaunes, Thermonectus marmoratus. On enchaîne avec une autre famille de coléoptères d'eau douce que j'affectionne beaucoup, les Gyrinidés. La famille des Gyrinidés comprend près de 700 espèces communément appelées gyrins ou tourniquets. Ça vient aussi du grec gyrus signifiant cercle ou rond, puisque les gyrins se déplacent à la surface de l'eau de façon circulaire. Observer des gyrins c'est facile, il suffit de repérer un point d'eau et de faire un petit peu attention. Je vous jure, j'en croisais quasiment à chaque sortie nature. Ils sont grégaires, donc on peut souvent les apercevoir les uns avec les autres nageant à la surface de l'eau calmement. Et si vous les dérangez, ils vont littéralement péter un câble et nager dans tous les sens à grande vitesse. C'est le signal d'alarme pour tout le groupe. La plupart des espèces se ressemblent beaucoup, d'une taille allant de 3 à 20 mm. Il faut être un expert pour les identifier correctement. Une particularité est très intéressante à souligner. Les gyrins sont remarquables de par leurs yeux divisés en une partie supérieure qui se trouve au-dessus du niveau de l'eau et une partie inférieure qui se trouve au-dessous du niveau de l'eau, leur permettant de visualiser les deux environnements à la fois. C'est quand même assez dingue. Tout comme les dittiques, les gyrins portent une bulle d'air emprisonnée sous leurs élytres, leur permettant de plonger et de nager sous l'eau pendant de longues périodes si nécessaire, même si en fait ils préfèrent davantage être en surface. Les pattes médianes, et plus particulièrement les pattes postérieures, sont adaptées à la nage. Elles sont fortement aplaties et frangées de soie qui se replient. En revanche, les pattes antérieures sont longues et adaptées pour saisir les femelles lors de l'accouplement ou les proies, car oui, les gyrins sont des coléoptères prédateurs qui s'attaquent aux insectes qui vont tomber à la surface de l'eau. Donc non, là, ça va pas taper dans du vertébré. Comme les adultes, les larves sont des prédateurs actifs qui vivent au fond et présentent globalement la même écologie que les larves de dittiques, mais forcément à une échelle bien plus petite. Voilà, on en a fini avec le sous-ordre des Adéphaga. Bien sûr, il y a quelques autres familles, mais beaucoup moins importantes en termes de diversité, et forcément je peux pas tout développer car les 211 familles, sinon ce serait parti pour une petite vidéo de 5-6 heures. Ah, les Polyphaga. Servez-vous un truc à boire, car là on en a pour un moment jusqu'à la fin de l'épisode. Les Polyphaga, c'est notre dernier sous-ordre de coléoptères, et par la même occasion, le plus diversifié, rassemblant environ 90% des espèces décrites. Pour changer, Polyphaga, c'est dérivé de deux mots grecs, et ça signifie littéralement « les mangeurs de beaucoup de choses », en référence au régime alimentaire plus que varié des membres de ce sous-ordre. Toutes les espèces de Polyphaga ont en commun une même morphologie de la coxa postérieure, c'est-à-dire la base de la patte, et l'absence de suture notopleurale. Grosso modo, ils n'ont pas de démarcation sur leur thorax. Le sous-ordre se divise lui-même en 5 infraordres. Les Elateriformia, les Staphyliniformia, les Scarabeiformia, les Bostrichiformia, et enfin les Cucugiformia.
Donc voici notre petit arbre pour la suite de l'épisode. C'est parti pour l'infraordre des Elateriformia. On en dénombre plusieurs superfamilles, mais on va se focaliser sur seulement les 3 plus diversifiées. La première, c'est la superfamille des Elateroidea. Et forcément, dedans, il y a la famille des Elateridae. Les Elateridae, c'est ce qu'on appelle communément les taupins, surnommés click beetles par les anglophones à cause du bruit qu'ils font lorsqu'ils cliquent. Et oui, en effet, ils ont la capacité de s'envoyer en l'air. Cette capacité est principalement utilisée pour éviter la prédation, bien qu'elle soit également utile lorsque le taupin est sur le dos et qu'il a besoin de se redresser. Mais d'un point de vue mécanique, comment le taupin fait-il pour effectuer ce genre de saut stratosphérique ? Eh bien, il possède une sorte de loquet sur le prosternum, entre ses pattes avant, qu'il utilise pour charger et libérer l'énergie nécessaire à son catapultage. Ce loquet vient taper contre une encoche à toute berzingue, ce qui provoque le clic caractéristique des Elateridae et propulse notre taupin au 7ème ciel par la même occasion. Un peu le même principe qu'un ressort en quelque sorte. Par contre, avec ce genre de prouesse, il est incapable de diriger quoi que ce soit, ni l'orientation de son corps, ni sa hauteur, ni son point d'atterrissage, ni même la qualité de son atterrissage d'ailleurs. Désolé petit taupin, mais les orthoptères restent bien meilleurs dans la discipline qu'est le saut. On compte plus de 9000 espèces d'Elateridae, toutes de forme allongée. Certaines font une bonne taille et sont très colorées, mais la plupart ne dépassent guère les 2 cm et sont plutôt brunes ou noires. Les adultes sont principalement nocturnes et phytophages, tandis que les larves allongées et cylindriques vivent dans le sol pendant plusieurs années. Elles sont soit phytophages et se nourrissent de racines, causant souvent des dommages aux cultures agricoles, soit elles sont saprophages et se nourrissent de cadavres. Certaines espèces, comme celle du genre Pyrophorus qui vivent en Amérique, possèdent 2 points luminescents produisant une lumière verte intense. Ils sont aussi dotés d'une large zone produisant une lumière orangée sous leur premier segment abdominal. Sinon, on peut citer le taupin des moissons, Agriotes lineatus, mal aimé des jardiniers, ou encore Ophidus istrio, avec son ornementation caractéristique, l'un des taupins les plus remarquables de la faune australienne. Lycoreus corpulentus de Madagascar, l'un des taupins les plus prisés par les collectionneurs en raison de sa grande taille et du motif inhabituel qui orne sa face dorsale. Et pour finir, le genre Campsosternus d'Asie du Sud-Est, présentant une coloration verte iridescente frappante. On vient d'en voir un, mais si je vous dis un insecte qui fait de la lumière, vous pensez à quoi en premier ? La famille des Lampyridae regroupe plus de 2000 espèces communément appelées lucioles, qui ont recours à la bioluminescence comme signal sexuel. La lumière produite est jaune ou verdâtre, à une longueur d'onde de 510 à 670 nanomètres. Cette bioluminescence peut être produite à l'état larvaire comme à l'état adulte, grâce à un mélange concentré de luciférine et de luciférase. Le lampyre, Lampyris noctiluca, communément appelé ver luisant, est l'espèce de luciole la plus emblématique, très commune en Europe et en Asie. On constate un dimorphisme sexuel frappant puisque les mâles ailés ont des élytres bruns alors que les femelles aptères sont 2 fois plus grosses et larviformes. Elles émettent de la lumière à tous leurs stades de développement. La lumière permet aux femelles aptères d'attirer les mâles ailés qui sont eux plus mobiles. Elle est émise par la partie terminale de l'abdomen et en plus par la face ventrale des 2 avant-derniers segments. Les femelles appartenant au genre Photuris sont ce qu'on pourrait appeler des traîtresses dans le monde des lucioles. Définies en tant que femmes fatales par certains entomologistes, elles imitent les signaux lumineux d'autres genres de lucioles pour attirer les mâles peu méfiants et les bouffer. Cette forme de luciolophagie, oui j'invente des mots, sert à la femelle à stocker des substances chimiques défensives, les lucibufagines, ça je l'invente pas, qui les protègent des prédateurs comme les araignées par exemple. Et attendez, c'est pas fini. Le truc encore plus dingue, c'est qu'une étude a montré que les mâles Photuris modifient leurs propres signaux lumineux pour imiter ceux des proies de leurs femelles, de façon à les approcher suffisamment pour s'accoupler. Pour résumer, les femelles imitent d'autres femelles pour attirer des mâles qui eux veulent juste se reproduire afin de les manger, et les mâles imitent d'autres mâles afin d'approcher des femelles qui elles veulent juste manger afin de se reproduire avec. Mais parfois, le mâle Photuris se fait quand même bouffer. Il a quand même une énième technique pour éviter ça. Sécréter un composé appétissant qui va servir de leurre à la femelle qui, elle, a trop la dalle.
Et ce machin là, ça ressemble à un coléoptère pour vous? Les Lycidés sont une famille de coléoptères nectarivores, dont certains représentants, comme le genre Platerodrillus de Malaisie, sont néoténiques. Pour rappel, ça veut dire qu'ils peuvent se reproduire à l'état larvaire, et comme si ça ne suffisait pas, les larves ont un look de trilobites, d'où leur surnom de Trilobite Beetles. On est un peu sur le modèle luciole en fait, car ce sont les femelles qui ont cette apparence. Les mâles, eux, sont ailés et bien plus petits que les femelles, jusqu'à 25 fois plus petits. De manière générale, les mâles lycidés ont une tête triangulaire avec des antennes longues et épaisses, et la plupart des espèces présentent des élytres de couleur rouge brique caractéristiques. Les lycidés se protègent également des prédateurs grâce à leur toxicité. Et un coléoptère tout mou, ça donne quoi? Les cantharidés, c'est plus de 5000 espèces caractérisées par un corps relativement mou pour des coléoptères. Ce sont des insectes plutôt appréciés par les jardiniers étant de bons agents de lutte biologique contre certains ravageurs. En effet, même si certains se nourrissent de nectar et de pollen, d'autres sont des prédateurs, notamment de colonies de pucerons. Les larves sont vermiformes et paraissent toutes velourées. Elles vivent soit sur les feuillages où elles se nourrissent également de pucerons, de chenilles ou encore d'œufs d'insectes, soit dans le sol où elles vont plutôt manger des larves de diptères et des vers. Les adultes ne vivent généralement pas très longtemps. Ils sont soit nocturnes, soit actifs la journée lorsque les températures ne sont pas trop élevées. Larves et imagos possèdent une glande qui sécrète une substance répulsive pour dissuader les prédateurs de les manger. Comme espèce emblématique, on peut citer la cantharide commune, Cantharis fusca, toute noire avec sa tête et son thorax rouge qui vit dans les buissons et les lisières forestières d'Europe. Ou encore le téléphore fauve, Ragonica fulva, une des cantharides les plus répandues. Pour en voir, rien de plus simple, il suffit de repérer des ombellifères d'apiacées le long des chemins en été pendant une balade, et vous en verrez à coup sûr, des petits coléoptères roux en train de chasser ou de s'accoupler. En fouinant sur YouTube, je suis tombé sur cette vidéo. Ce sont des cantharidés de l'espèce Coleognathus lugubris originaire d'Australie. Ils sont connus pour former de véritables essaims lors de la période de reproduction. Une partouze géante. Ok, on en a fini avec la superfamille des Elateroidea. Nouvelle superfamille avec les Biroidea. À l'exception des Hydrophiloidea dont nous parlerons tout à l'heure, les Biroidea rassemblent la plupart des coléoptères polyphages associés au milieu aquatique. La grande majorité des espèces sont de petite taille, mesurant moins d'1 centimètre, la plupart de couleur brune ou noire. Et apparemment, on peut mener une vie aquatique sans savoir nager. Les Dryopidés sont surnommés Long-Toed Water Beetles, car ils possèdent de longues griffes au bout des pattes qui leur servent à s'accrocher à toutes sortes de substrats. En fait, ils sont carrément incapables de nager. Pour respirer, les adultes possèdent de longues poils denses, ils parcourent le fond à la recherche de plantes pour s'en nourrir. Ce qui est plutôt insolite, c'est que les larves de la plupart des Dryopidés sont terrestres et carnivores. C'est lorsque la larve se métamorphose qu'elle se dirige vers l'eau. On est sur l'exact opposé des libellules. Autre famille, autre surnom, avec les Pils Beetles. Les Biridés ont la capacité de rétracter tous leurs appendices dans des rainures ventrales du corps, feignant ainsi la mort. Ils se nourrissent principalement de mousses et d'algues, et ils sont surtout diversifiés dans les régions froides et humides, en forêt d'altitude et en montagne. On va les retrouver surtout sous les rondins et les pierres. La prochaine famille, on les surnomme Water Penny Beetles. Les Pséphénidés, c'est un peu moins de 300 espèces, mesurant 5 à 10 mm de long, et dont les larves aquatiques de couleur cuivrée ressemblent à de minuscules pièces, d'où leur surnom de Water Penny. Les larves récupèrent l'oxygène grâce à des branchies plumeuses situées à la base de l'abdomen. Elles vivent dans les eaux à courant assez rapide où elles s'accrochent aux rochers. Leurs pattes sont munies de grattoirs qui servent à racler les algues sur les différents supports. Perso, je trouve qu'elles ont vraiment le look et un peu la même écologie que les polyplacophores, un groupe de mollusques dont on a déjà parlé sur la chaîne et qui, eux, utilisaient leur radula pour brouter les algues sur les rochers. Les Pséphénidés sont des insectes bioindicateurs de la qualité de l'eau, car ils ne peuvent pas vivre dans les milieux où les rochers sont recouverts de couches d'algues trop épaisses, indicateur de pollution. Allez, dernière famille de coléos aquatiques dans ce groupe avec les Helmidés. On recense plus de 1500 espèces d'Helmidés.
Les adultes et les larves sont aquatiques et vivent généralement dans les rapides en eau peu profonde, où ils utilisent leurs longues pattes munies de griffes pour s'agripper à leur support, d'où leur surnom de Riffle Beetles. Les adultes peuvent tout de même voler efficacement et gagner un milieu plus adapté lorsque leurs conditions de vie se dégradent. Terminado avec les Biroidea. Sachez que la superfamille importante des Lateriformia, en termes de diversité, c'est celle des Buprestoidea, dominée largement par la famille des Buprestidés. Les Buprestidés ne rassemblent pas moins de 15 000 espèces, toutes phytophages et vivant dans les milieux forestiers. Les Buprestes sont fusiformes, ils sont très agiles et bons aviateurs, et bien sûr, vous l'aurez remarqué, ils font partie des plus beaux coléoptères, en raison de leur couleur éclatante. En voici une petite poignée pour vos mirettes. Julodis cirosa et ses touffes rigolotes, Sternocera crisis avec sa tête vert métallique et ses élytres brun luisants, Hyperantha testacea et son jaune pétant, Catoxantha opulenta, doté de grands yeux proéminents, Chrysobotris chrysoela, orné de taches iridescentes. Il y en a aussi des plus arrondis, comme Polybotris oriventris, des gros balèzes de 6 cm, comme Euchroma gigantea, des encore plus balèzes, comme Megaloxantha bicolore. Enfin bref, ce qui est dommage, c'est que certains sont tellement beaux qu'on les exploite pour créer des broches, des boucles d'oreilles, des pendentifs ou encore pour orner les vêtements. C'est dire la beauté que l'humain leur attribue. Les larves de Bupreste sont très caractéristiques, avec un protothorax très large et quasi apode. Elles sont xylophages pour la plupart, ce sont des foreuses de bois, chaque espèce ayant des préférences niveau arbre. Mais il existe aussi des larves qui vivent sous terre et se nourrissent de racines, notamment dans la sous-famille des Julodinés. La durée du cycle de développement des Buprestes est très variable en fonction de l'espèce et des conditions environnementales, allant de quelques mois jusqu'à 17 ans chez Thémognatha chevrolati, originaire d'Australie, dont les larves se développent dans l'eucalyptus. Ce qui fait égalité avec notre précédente recordman, la cigale 17 ans. Pour en terminer avec nos amis les Buprestidés, et par la même occasion avec tout l'infraordre des Elateriformia, je vous présente le genre Agrilus, probablement le genre animal le plus diversifié sur Terre, incluant quelques 3000 espèces à lui tout seul. Pour info, c'est à peu près la moitié des espèces de mammifères, ou alors la totalité des espèces de serpents. Et on parle bien que d'un seul genre de Bupreste. Ok les gens, on vient de coffrer un infraordre de Polyphaga. Courage, il en reste 4. On passe maintenant au vaste infraordre des Staphyliniformia, rassemblant quelques 70 000 espèces, pour la plupart inféodées aux habitats humides, style litière du sol, carcasse ou tout simplement eau douce. Les Staphyliniformia comprennent 3 superfamilles importantes, les Hystéroidea, les Hydrophiloidea, et enfin les Staphylinoidea, les Staphylinoidea. Dans la superfamille des Hystéroidea, on va parler seulement de la famille des Hystéridés. Les hystéridés sont des prédateurs nocturnes qui bouffent des œufs et des larves d'insectes en gros. Pas mal d'entre eux sont élevés et utilisés en agriculture dans le cadre de la lutte biologique contre les ravageurs, style ces petits coquins de Charançon dont on parlera à la fin de l'épisode. On recense un peu plus de 4000 espèces d'hystéridés, toutes à la morphologie très caractéristique. Un corps compact et ovale, des antennes en forme de massue, et des élytres tronqués à l'apex laissant à découvert les 2 derniers tergites abdominaux. Ils ne sont pas très gros, mesurant 3 cm pour les plus grosses espèces. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont voraces! Les larves le sont tellement que le cannibalisme est monnaie courante. Certaines espèces vivent dans et sous les excréments de toutes sortes, où elles se nourrissent de larves et de pupes de diptères. Ce sont les hystéridés coprophiles. D'autres espèces se focalisent sur les cadavres, où elles vont se nourrir de tous les asticots qui grouillent. Ce sont les hystéridés saprophiles, de très bons indicateurs en entomologie médico-légale. On a aussi les hystéridés sabulicoles, qui mangent les larves ensablées au pied des plantes dunaires, les hystéridés détricoles, qui mangent les larves dans les matières végétales en décomposition, des hystéridés corticoles, qui s'attaquent aux insectes xylophages et qui ont carrément développé un corps cylindrique ressemblant à celui de leur proie, comme les scolites, des charançons très coquins ceux-là, mais aussi des hystéridés myrmécophiles dans les fourmilières, termitophiles dans les termitières, nidicoles dans les nids d'oiseaux ou de mammifères, foléophiles dans le guano de chauve-souris, halophiles dans les algues sur l'estran, enfin bref, là où vous pouvez avoir potentiellement des insectes pour manger un truc, il y a très probablement des hystéridés qui mangent ces insectes.
En voici un que j'aime bien, Oxysternus maximus, un gros hystéridé qui s'attaque aux charançons mangeurs de palmiers. Leur corps massif les destine à se frayer un chemin dans le tissu fibreux des palmiers, à la recherche de délicieux charançons. Puis leurs redoutables mandibules font le boulot derrière. Même sa larve se nourrit également de larves de charançons. Quand on aime, on ne compte pas. Même si la plupart des hystéridés sont des gros bouffeurs entomophages qui font pas dans la dentelle, certaines espèces de la sous-famille des Aetheriinae ont évolué de manière insolite. Aetherius tristiatus vit dans les colonies de fourmis des genres Formica et Lasus. Notre petit hystéridé de 3 mm de long est doté de glandes spéciales qui sécrètent des substances attractives et apaisantes pour les fourmis, participant à la création d'une symbiose chimique entre hôte et invité, ou devrais-je dire incrusteur professionnel. Les entomologistes n'en sont pas sûrs à 100%, mais Aetherius tristiatus se nourrit sûrement de couvains et d'œufs de fourmis. D'autres espèces d'Aetheriinae ont même été observées en train de réclamer une trophalaxie à des fourmis. C'est du niveau d'un taxeur pro. Wow. Bye bye les hystéridés, on va maintenant aborder notre deuxième super famille, les Hydrophiloidea. Et là aussi, on va seulement parler de la famille des Hydrophilidés. Je les évoquais un peu plus tôt dans la vidéo car les Hydrophilidés sont aussi des coléoptères aquatiques, affectionnant les milieux marécageux et fortement désherbés. Ils sont très remarquables par leurs très longs palpes maxillaires. On en compte un peu moins de 3000 espèces et comme nos amis Dyticidés, dont nous avons parlé en début de vidéo, les hydrophiles présentent des adaptations au milieu aquatique. Eux aussi peuvent piéger de l'oxygène en retenant des bulbes d'air sous leurs élytres, et en plus de ça, ils ont de nombreuses soies à la surface du corps pour capter davantage d'oxygène, leur évitant ainsi de remonter trop souvent à la surface. Certains hydrophiles sont extrêmement bien équipés à ce niveau-là, leur permettant d'occuper les niches écologiques les plus profondes de l'étang et par la même occasion d'éviter d'être confrontés aux prédateurs de surface. Les larves sont surtout prédatrices, mais ont des mandibules peu développées par rapport à celles des dytiques. Les adultes, quant à eux, ont des régimes variés, prédateurs, végétariens ou nécrophages. Il y a des espèces qui peuvent pondre dans les mares éphémères, ce qui ne déplaît pas aux larves qui restent systématiquement en zone peu profonde. Une fois métamorphosé, l'hydrophile prend son envol et se dirige vers un nouveau point d'eau pour s'accoupler et y faire prospérer sa descendance. Le grand hydrophile, Hydrophilus pisceus, est comme son nom l'indique une bestiole plutôt costaud. Avec ses 5 cm, c'est l'un des plus grands insectes aquatiques européens. Bon, trêve de bavardage, c'est au sein de la superfamille des Staphylinoidea qu'on va commencer à se marrer avec pas mal d'espèces atypiques. On débute avec la famille des Staphylinidae qui comprend la majeure partie des espèces de la superfamille, et de l'infraordre, d'où le nom Staphyliniformia. Avec plus de 60 000 espèces décrites à travers le monde, c'est la deuxième famille la plus diversifiée de coléoptères, et par la même occasion, la deuxième famille animale la plus diversifiée. La première étant... Réfléchissez, on en reparlera vers la fin de l'épisode. Les Staphylinidae sont un groupe ancien, les premières traces dans le registre fossile datant de plus de 200 millions d'années. C'est compréhensible, avec autant d'espèces, les Staphylinidae sont écologiquement et morphologiquement très diversifiés. Mais on les reconnaît aisément à leurs élytres très courts, laissant plus de la moitié du corps exposé. Niveau taille, on va de 1 mm à 4 cm. Généralement, ils sont allongés, mais quelques espèces sont plutôt ovoïdes. Les larves de staphylins sont de forme allongée et possèdent des cerques au bout de leur abdomen, ce qui leur donne un look proche des larves de carabidés. Niveau régime alimentaire, on a des prédateurs, des parasites, des mycophages ainsi que des détritivores. Je me dois de mentionner la technique de chasse des espèces du genre Stenus, ma foi très originale pour un coléoptère. Ces staphylins chassent des colamboles en les attrapant grâce à leur labium, une de leurs pièces buccales, qu'ils projettent vers l'avant via une variation de la pression sanguine. Le labium se termine par plusieurs petites soies hérissées en crochet, et entre ces soies il y a de petits pores qui sécrètent une substance collante pour accrocher la proie. Plutôt ingénieux, n'est-ce pas ? Le staphylin noir, Ocypus ollens, est l'un des Staphylinidae les plus emblématiques d'Europe, avec ses grosses mandibules et sa façon caractéristique de redresser son abdomen lorsqu'il se sent menacé. Et il est capable d'émettre un liquide fécal grâce à 2 glandes situées à l'extrémité de son abdomen, provoquant une odeur plutôt nauséabonde.
Il se tient souvent caché sous les pierres la journée et attend la nuit pour rechercher cadavres et petits invertébrés à se mettre sous la dent. L'Orditon lunulatus est un staphylin également très commun en Europe, mais beaucoup plus petit, seulement 5 mm de long. Ses élytres sont ornés d'un noir brillant avec un corps brun rougeâtre. C'est une espèce qui vole vers divers substrats fongiques qu'elle capte grâce aux effluves volatives libérés par les champignons. Ici on a Diathelium wallacei, un staphylin de Malaisie au look improbable avec un cou extrêmement allongé, près de 2 fois la longueur du corps chez certains mâles. Sachez qu'on recense près de 400 espèces de staphylins qui vivent sur les côtes à des endroits qui sont immergés à marée haute. C'est quand même un fait assez rare pour le souligner chez des insectes. On retrouve également des espèces de staphylins qui ont créé une relation de mutualisme avec des mammifères en se nourrissant des puces et autres parasites. On va maintenant causer de la famille de coléoptères qui symbolise à mon avis le mieux la mort. Les sylphidés, c'est près de 200 espèces recensées. On est quand même sur un nombre beaucoup plus faible que les staphylins. Par contre, ces 200 espèces sont toutes reconnues comme vivant sur des cadavres d'animaux. Rebelote, le mode de vie nécrophage des sylphidés les rend d'une grande importance en entomologie médico-légale. Les sylphidés adultes sont dotés d'un odorat très performant qui leur permet de détecter l'odeur d'un cadavre frais dès les minutes qui suivent sa mort. Les membres de la sous-famille des sylphinés se nourrissent plutôt de larves de diptères qui sont sur les cadavres, tandis que les membres de la sous-famille des nicrophorinés vont coloniser le corps rapidement afin d'éviter la concurrence avec les larves de diptères justement. Chez certaines espèces, le mâle et la femelle enterrent la carcasse du petit animal sous terre, et la femelle pond ses œufs dessus. Ainsi caché sous terre, il n'y a plus de compétition avec les asticots et les autres insectes décomposeurs. Phénomène rarissime chez des insectes, les espèces de la sous-famille des nicrophorinés sont connues pour prendre soin de leur progéniture. En effet, les adultes creusent parfois une légère dépression sous le cadavre où ils se placeront pour protéger leurs larves et leur régurgiter de la nourriture jusqu'à ce qu'elles deviennent adultes. On appelle spécifiquement nécrophores les espèces appartenant au genre Nicrophorus, comme ce magnifique individu que j'ai pu observer en vacances cet été après avoir été témoin d'un cadavre de moineau en train de bouger. Qu'est-ce que c'est? Oh putain mec, c'est gros? Pour en terminer avec les sylphidés, je vous présente Necrophylla formosa, que je trouve très swag, mais il y a aussi une petite histoire rigolote. Plusieurs spécimens ont été collectés sur les inflorescences géantes de l'arum Amorphophallus gigas, connu pour émettre une puissante odeur de charogne due à la production de triméthylamine. Il est possible que Necrophylla formosa participe ainsi à la pollinisation de ces fleurs remarquables. C'est l'heure de parler d'une famille à la morphologie plus qu'insolite. Les Léiodidés comptent plus de 4000 espèces mesurant moins d'1 centimètre et possédant des antennes en forme de massue. Les adultes et les larves se nourrissent généralement de mycélium de champignons poussant sur les plantes ou les cadavres. Parmi les Léiodidés, il existe 2 modes de vie intéressants dont on n'a pas encore parlé et pour ça je vais prendre l'exemple de 2 espèces. Leptodirus hodgson-noirti est une espèce troglodytique d'1 centimètre endémique de la partie occidentale des Alpes dinariques, principalement en Croatie et Slovénie. Collectée en 1831, c'est historiquement la première espèce d'insecte cavernicole connue. Elle a marqué l'entomologie slovène et fut même un tournant pour la zoologie tout entière, puisqu'elle marqua le commencement d'une nouvelle discipline scientifique, la biospéléologie. Cette espèce est hautement adaptée à son milieu de vie, comme en témoigne sa morphologie, dépourvue d'ailes et d'yeux avec des pattes très allongées. Les colonies vivent loin au fond des grottes et peuvent compter de nombreux individus. Particularité plutôt insolite, les larves ne se nourrissent pas et passent immédiatement au stade de nymphose. Le cycle de vie de Leptodirus saute donc l'étape où la larve bouffe constamment, ce qui va à l'encontre de la logique de la quasi-totalité des insectes holométaboles. Après le mode de vie cavernicole, voici Platyspilus castoris, qui comme son nom l'indique est un ectoparasite des 2 espèces de castors. Il vit sur les castors adultes où il se nourrit de pellicules, de peau et de sécrétions de blessures et autres érosions cutanées. Une étude a montré que près de 60% des castors sont porteurs de ce parasite sans être affectés négativement.
Platyspilus castoris mesure 2 à 3 mm de long, il est aplati dorso-ventralement et possède des pattes raccourcies munies d'épines pour se frayer un chemin dans l'épaisse fourrure des gros castorneaux. Une bestiole de 1 cm, c'est pas bien gros pour le commun des mortels. Là, on vient de voir un parasite de 2-3 mm, c'est quand même déjà près de 10 fois moins. Alors si je vous dis qu'un coléoptère peut mesurer 400 micromètres. La famille des Ptiliidae rassemble parmi les plus petites espèces de coléoptères connues, comme Dicheramopephalus brucei et ses 400 micromètres ou 0,4 mm si vous préférez. C'est même un des insectes non parasitoïdes les plus petits. Seuls certains hyménoptères qui parasitent les œufs sont plus petits. Les Ptiliidae ont un régime exclusivement mycétophage. Perso, ce que je kiffe là-dedans, c'est la sous-famille des céphaloplectinés, qui rassemble ce que les entomologistes appellent les coléoptères limules, du fait de la ressemblance des deux anatomies. Ils vivent au sein de fourmilières et entretiennent des relations mal connues avec les fourmis. Et vous savez quoi? On termine notre infraordre des Staphyliniformia avec ces coléoptères limules nains. Depuis le début de l'épisode, je pense que certaines personnes n'attendent qu'une seule chose, que je parle des coléoptères qu'ils connaissent, les beaux coléoptères, et bien sûr j'utilise des guillemets, je parle de ceux qu'on élève quand on est amateur d'insectes. Au sein de l'infraordre des Scarabaeiformia, on n'a qu'une seule superfamille, celle des Scarabaeoidea, qui ne compte pas moins de 35 000 espèces. Une famille attire particulièrement notre attention, celle des Scarabaeidae. Ce sont les vrais scarabées, ceux qu'on a techniquement le droit d'appeler scarabées. Mais qui sont-ils ? Eh bien ce sont les dynastes avec la sous-famille des Dynastinés, les hannetons avec la sous-famille des Mélolontinés, les cétoines avec la sous-famille des Cétoniinés, les bousiers avec la sous-famille des Scarabaeinés, les rutélinés et bien d'autres groupes que je préfère squeeze ici pour simplifier. Cette grande famille des scarabées ne rassemble pas moins de 30 000 espèces, ils constituent donc la grande majorité au sein de la superfamille des Scarabaeoidea. Anatomiquement, les scarabées possèdent des antennes en forme de massue, avec une extrémité en éventail de feuillet, le bout de l'abdomen est découvert en raison d'élytres un chouïa tronqués, et beaucoup de scarabées ont la capacité de striduler, en frottant l'extrémité de leurs élytres contre la face dorsale de leur abdomen, afin de communiquer. Ayant pris en considération le nombre astronomique de scarabées, tous plus magnifiques, impressionnants, emblématiques les uns que les autres, vous savez ce qu'on va faire? Un top 20. Les dynastes sont parmi les coléoptères les plus massifs. Ils ont la plupart du temps au moins une corne que les mâles utilisent pour évincer la concurrence lors des combats visant à l'accouplement. Et pour cette 20e place, voici un dynaste, tout ce qu'il y a de plus classique, avec le scarabée rhinocéros européen, Oryctes nasicornis. Il est déjà impressionnant pour une espèce qu'on retrouve par chez nous, mais vous allez en prendre plein les mirettes avec les dynastes exotiques. On va causer Mélolontinés avec le hanneton commun, Mélolonta mélolonta. Il est connu pour s'attaquer à de nombreuses plantes à l'état larvaire, ce qui lui octroie une petite place sur la liste des insectes les plus nuisibles à l'agriculture. Son cycle de vie est assez particulier puisqu'il se déroule sur 3 ans. La première année, la femelle pond ses œufs dans le sol, à quelques centimètres de profondeur. Les larves éclosent et rongent les racines, mais les dégâts sont peu importants. À la fin de l'été, elles s'enfoncent dans le sol pour hiberner, puis à la fin du printemps, elles remontent près de la surface et commettent des dégâts cette fois, en dévorant un maximum de racines. Puis l'automne arrive et les larves s'enfoncent de nouveau pour hiberner. Rebelote, le printemps arrive, les larves remontent et une fois au mois de juillet, elles redescendent à 1 mètre de profondeur pour effectuer leur nymphose. 1 à 2 mois plus tard, l'imago émerge mais reste en terre. C'est seulement au printemps suivant que les adultes remontent à la surface. Ainsi, les grands envols de hannetons sont périodiques et ont lieu tous les 3 ans. Ce qui explique que certaines années on n'en voit presque pas et d'autres années, ça pullule. Notre premier Cétoniiné, la cétoine dorée, Cétonia aurata, un scarabée très commun en Europe qui se reconnaît aisément à sa couleur vert métallique. La larve est saproxylophage et se nourrit de bois en état de décomposition avancée. L'adulte se rencontre dans les endroits ensoleillés d'avril à octobre où il se nourrit de nectar et de pollen. Ça c'est la version mimi d'une cétoine, et on en verra des mastocs un peu plus haut dans le top. La sous-famille des Scarabaeinés porte à elle seule le nom de tout l'infraordre.
c'est les bousiers quoi. L'espèce la plus emblématique est certainement le scarabée sacré, Scarabaeus sacer. Ce coléoptère coprophage forme des boules avec de la bouse, souvent beaucoup plus grosse que lui, et les fait rouler vers un terrier afin d'y pondre un œuf. La larve se développe à l'heure en se nourrissant du garde-manger mis à sa disposition. Chrysophora chrysochlora est notre premier représentant de la sous-famille des rutélinés. C'est un grand scarabée diurne des forêts tropicales de l'ouest de l'Amérique du Sud. Son vert métallique profond au reflet doré est plutôt insane. Les mâles possèdent des pattes postérieures hypertrophiées munies de pointes. Top 15 avec Gymnetis stellata, une cétoine plutôt spéciale avec son motif tigré sur les élytres. Elle ressemble un peu à un gros bourdon lorsqu'elle vole dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Voici maintenant une célébrité du monde des animés, le scarabée kabuto, Allomyrina dichotoma, un dynaste qui vit en Chine orientale, en Corée et au Japon. Ce beau bestiau est extrêmement populaire au pays du soleil levant, où il est vendu pour l'élevage. Impossible de passer à côté si vous êtes amateur de manga. On connaît peu de choses sur la biologie de Kibako gaena, un rutéliné considéré comme rare au Vietnam et en Chine. Les mâles sont munis de longues mandibules incurvées qui ressemblent à des étriers, ce qui rappelle un petit peu une famille dont on parlera un peu plus tard. Heliocopris dominus, de la péninsule indo-chinoise, est parmi les plus gros bousiers du monde, mesurant jusqu'à 7 cm de longueur. Ses pattes antérieures ont subi des modifications. Elles sont larges et pourvues de denticules, facilitant les travaux d'excavation et de manipulation des pelotes, ainsi que le creusement des tunnels. Un vrai mineur. En 11e position, je vous propose un magnifique mélolontiné, le hanneton foulon, spécialisé dans les jeunes aiguilles de pin. C'est une espèce liée au milieu sablonneux des côtes atlantiques et méditerranéennes. On entre dans le top 10 avec une cétoine géante, le scarabée Goliath, Goliathus goliathus, qui ne fait pas dans la dentelle. Mesurant jusqu'à 11 cm, cette cétoine sous stéroïdes vit dans la canopée des forêts d'Afrique équatoriale. Les larves se développent dans la terre et consomment une nourriture riche en protéines. Elles atteignent leur stade final à la fin de la saison des pluies et peuvent mesurer jusqu'à 13 cm de long et peser plus de 100 grammes. Allez, on reste sur du costaud avec un dynaste sous stéroïdes cette fois, Megazoma elephas, le scarabée éléphant originaire d'Amérique centrale et du Sud. Le mâle atteint près de 12 cm, ce qui le place sans problème comme le Goliath dans le top 10 des plus gros insectes. Encore une cétoine avec Theodosia viridurata de Bornéo. Vert métallique, de grandes cornes, plutôt classique hein. Il vous en faut plus pour vous étonner. Tada! Sparmania flava, un hanneton du sud de l'Afrique dont la tête et le thorax sont recouverts de soie. Il n'a pas de nom vernaculaire, mais je propose le hanneton doudou. Sa larve se nourrit d'excréments d'antilopes et de moutons. Mesdames et messieurs, ce n'est point un coléoptère, mais bien une fucking sculpture. Non mais sérieux, regardez-moi le look du scarabée Atlas. Également candidat au titre du plus gros coléoptère du monde, chez cette espèce, les mâles se sont dit qu'une seule corne n'était pas assez badass. Pourquoi pas en rajouter 2 sur les côtés? Le scarabée Atlas est originaire d'Inde et d'Indonésie, où des gens n'hésitent pas à parier de grosses sommes d'argent sur l'issue des combats. Petit top 5 pour les mâles Proagoderus rangifères, qui possèdent certainement les cornes les plus étonnantes du monde de la coprophagie. Ce bousier d'Afrique du Sud utilise ses appendices insolites pour défendre ses galeries et ses femelles contre les rivaux. On est juste au pied du podium. Je vous propose de prendre un hanneton et de lui allonger les pattes avant. Ça donne un Cherotonus macleayi. Cette curiosité vit à l'intérieur des trous d'arbres dans les forêts de montagne le long de l'Himalaya. Pour la troisième marche du podium, j'ai eu envie de rester classico. Le dynaste Hercule, Dynastes Hercules, est le dynaste le plus balèze au monde. Encore une fois, on a un prétendant au titre du plus gros coléoptère du monde, blablabla. On verra en fin de vidéo avec quelle espèce il est vraiment au coude à coude. Le mâle est muni de 2 cornes, l'une est le prolongement thoracique, l'autre
plus petite et articulée, le prolongement céphalique, qui forme à eux deux une espèce de pince servant d'arme de combat pour les mâles. Objectif, sectionner la membrane pronoto-abdominale de l'ennemi. Comme chez la plupart des dynastinés, le dimorphisme sexuel est très accentué. La larve mesure 10 cm de long et pèse jusqu'à 120 grammes. Après une période larvaire excessivement longue, plusieurs années, elle se transforme en nymphe, de laquelle émerge un Pokémon. Et pour info, on le nomme Dynastercule en partie à cause du fait qu'il peut soulever jusqu'à 200 grammes. Je rappelle que c'est un insecte. Numéro 2. Euchroea coelestis, une cétoine floricole endémique de Madagascar remarquable car elle possède une galaxie en elle. Notre grand gagnant, du top des scarabées, le plus objectif de l'univers est Sulcophanaeus imperator, un splendide bousier d'Amérique du Sud, avec des reflets vert bleu doré et des éclats cuivrés. Et la tête du mâle porte une corne orientée vers l'arrière. Ce sympathique scarabée vole pendant la journée à la recherche de fesses humaines fraîches, ou de déjections de divers types d'animaux domestiques. Ils sont souvent par couple pour construire un petit nid douillet directement à côté ou en dessous des déjections. Est-ce que vous avez kiffé les scarabées? Oui, non, oui, c'est pas grave, on enchaîne avec une famille également très célèbre, peut-être même la plus emblématique quand on parle de coléoptères. Les Lucanidés, c'est environ 1200 espèces aux mandibules très développées, surtout chez les mâles. Une espèce bien connue dans une grande partie de l'Europe, c'est Lucanus cervus, appelé Lucane cerf-volant, à cause des méga mandibules rappelant les bois d'un cerf. Pouvant mesurer jusqu'à 9 cm de long, c'est le plus gros insecte d'Europe. La femelle est plus petite et possède des mandibules beaucoup plus courtes. Les larves de quasiment tous les Lucanidés sont xylophages, tandis que les adultes ne se nourrissent pas ou mangent très peu, genre de la sève, parfois des fruits. Des beaux lucanes, c'est pas ce qui manque à travers le monde. Pour le plaisir des yeux, voici Cyclomatus elaphus, originaire d'Indonésie, ou encore son cousin, Cyclomatus metallifère, avec ses mandibules aussi longues que le reste du corps. Ici on a Homoderus mellii, un gros lucane africain aux belles couleurs jaunâtres. Certainement des lucanes les plus magnifiques, Lamprina adolphinae, qui pond ses œufs dans les eucalyptus de Nouvelle-Guinée. Ou encore Phalacroniatus mulleri, originaire d'Australie, et qui atteint 7 cm et peut se décliner en rouge, en vert, en noir ou en bleu. Et pour terminer, voici mon Lucanidé préféré rien qu'à moi, Chiasognathus granti, originaire d'Argentine et du Chili. Il est connu sous le nom de coléoptère de Darwin, car ce dernier l'a collecté lors de son deuxième voyage à bord du HMS Beagle. Dans le documentaire Life, l'aventure de la vie, au début de l'épisode sur les insectes, vous avez une séquence qui se concentre sur cette espèce. Les mâles grimpent aux arbres à plusieurs mètres de haut, à la recherche d'une femelle certes, mais surtout pour se la donner. Tu veux qu'on se la donne, dis? Tu veux qu'on se la donne? Objectif, soulever son adversaire et le balancer par tubeur à une vingtaine de mètres. Comme pour les autres Lucanidés, le dimorphisme sexuel est très marqué, 6 à 9 cm pour les mâles, contre 2 à 4 cm pour les femelles. Un jour, pendant une balade en forêt, un ami m'a dit « C'est quoi un géotruc ?» On comptabilise plus de 600 espèces de géotrupidés à travers le monde, couramment nommés géotrupes et non géotrucs. Ils jouent un rôle majeur dans le recyclage des excréments et pour certaines espèces des cadavres. Même si le mot bousier désigne avant tout les membres de la sous-famille des Scarabaeinae dont on a parlé juste avant, on peut aussi l'employer pour parler des géotrupes. Comme quoi, vous voyez, les noms vernaculaires, c'est pas toujours super pratique en phylogénie pour savoir de quoi on parle. La plupart des espèces de géotrupes creusent des terriers atteignant jusqu'à 2 mètres de profondeur dans lesquels ils pondent leurs œufs. Le géotrupe des bois, Anoplotrupes stercorosus, se rencontre facilement dans les forêts et les bois de toute l'Europe, où ils creusent des galeries de ponte sous les excréments des gros mammifères forestiers. Ici, c'est dans le crottin de cheval qu'ils trouvent leur bonheur. Mais attention, puisque l'administration de traitements médicamenteux aux chevaux qui empruntent les chemins forestiers infecte les crottins, ce qui a pour effet de réduire drastiquement les populations des pauvres géotrupes.
De plus, en balade, on peut voir beaucoup d'individus victimes de la semelle des marcheurs ou des pneus de véhicules. C'est d'ailleurs super facile de repérer les fragments de géotrupe au sol grâce à leur reflet bleu métallique. Allez, rapidement, je vous présente deux autres espèces. Taurocerastes patagonicus, qui comme son nom l'indique vit en Patagonie, c'est un beau géotrupe chez qui les mâles sont munis d'une paire de cornes pronotales allongées et recourbées se projetant vers l'avant. Et sinon, j'adore le look énervé de Letrus apterus, originaire de l'est de l'Europe, qui possède des mandibules munies de deux grosses dents. Tu veux qu'on se la donne, dis? Tu veux qu'on se la donne? Qu'est-ce que t'attends? T'as la trouille ou quoi? T'es dit de fermer ta gueule! Après ce gros morceau, on va fuser avec le plus petit infraordre de Polyphaga, les Bostrichiformia, de tout petits coléoptères dont beaucoup ne vont pas forcément vous dire grand chose. On va seulement parler de la superfamille des Bostrichoidea, au sein de laquelle on abordera trois familles intéressantes. On entame avec des gros bouffeurs de bois. On recense près de 700 espèces de Bostrichidés, xylophages pour la plupart, mais certaines se nourrissent de céréales, comme c'est le cas de Prostephanus truncatus, le grand capucin du maïs. Et non, Jérôme, malgré ce nom, ce n'est pas un primate. Il est originaire des régions tropicales d'Amérique centrale et du Sud, là d'où est originaire le maïs. Mais avec la mondialisation, notre capucin est désormais répandu partout sur la planète, où il peut se révéler un sérieux ravageur des denrées stockées, de maïs mais aussi de manioc. Sa présence se détecte par de petits trous nets dans les grains et aussi des petits tas de poussière. D'un point de vue anatomie, la tête de la grande majorité des Bostrichidés est dirigée vers le bas, cachée par le thorax. Ici on a Dinapate wrightii, je sais pas sûr de la prononciation mais bon, le plus grand Bostrichidé du monde avec ses 4 cm. Ses seuls hôtes sont des grands palmiers des oasis des déserts nord-américains, où il y creuse des galeries. Mais l'espèce la plus insolite de la famille, c'est sans aucun doute Bostrichoplites cornutus, avec ses grandes cornes thoraciques distinctives. C'est un bostrichidé de certaines régions d'Afrique et d'Arabie, et il voyage souvent en Europe sous forme de larves dans les bols en bois importés d'Afrique. Oh, regardez ça! Vachement intéressant! Une belle petite araignée, ou peut-être un acarien en fait. Mais j'y pense, j'ai déjà parlé des arachnides dans un vieil épisode, non ? La famille des Ptinidés rassemble près de 2000 espèces dans le monde, mesurant 1 à 5 mm, et contient des espèces que les anglophones nomment les Spider Beetles. Ces derniers forment la sous-famille des Ptininés, ils ont un corps rond, sont dépourvus d'ailes et ont de longues pattes minces. En plus, leurs antennes semblent être une paire de pattes supplémentaires. Toute cette combinaison morphologique leur donne une apparence d'araignée, ou d'acarien je trouve personnellement. C'est particulièrement le cas des espèces du genre Gibium qui sont détritivores. Tout en étant aptère, Gibium aequinoctiale doit son incroyable dispersion mondiale à sa capacité à rester dormant, à supporter le froid, à se priver totalement d'eau pendant des périodes prolongées. On est quasiment sur un tardigrade quoi. Sachez qu'on place désormais dans la famille des Ptinidés toutes les espèces appartenant autrefois à la famille des Anobiidés. Et du coup, hormis nos Spider Beetles, on va retrouver un bon paquet de bouffeurs de bois professionnels. Donc là aussi, on a une bonne ribambelle de ravageurs, dont les adultes, comme les larves, sont lucifuges. Au sein de la sous-famille des Ernobinés, il existe une espèce xylophage surnommée Horloge de la mort, en raison des sons inquiétants qu'elle émet pendant la période de reproduction. C'est la grosse brillette, Xestomium rufovillosum. Ces sortes de cliquetis servent à communiquer avec des partenaires potentiels. Les mâles frappent le bois avec régularité grâce à leur tête, et les femelles répondent à ces sollicitations sonores à leur tour. Une fois la femelle localisée, le mâle s'en approche pour s'accoupler, mais la femelle choisit quand même son prétendant en fonction de la qualité du bruit qu'il produit. Mais du coup, pourquoi la grande vrillette possède ce surnom d'horloge de la mort ? Eh bien, historiquement, ce son inquiétant était associé à une peur de mort imminente, notamment pendant les périodes de grandes épidémies style la peste noire. Il semblerait également que presque tous les bâtiments construits avant le 19e siècle en Angleterre et dont la charpente est en chêne soient infestés par les horloges de la mort. Je peux aussi vous parler de la vrillette du tabac, l'Asioderma sericornée, un ravageur répandu et destructeur du tabac récolté et manufacturé.
Ça fait un bail qu'on le côtoie celui-là. On en a retrouvé à l'intérieur de la tombe de Toutankhamon, mort il y a plus de 3300 ans. Une chose plutôt intéressante avec cette espèce, c'est qu'une levure symbiotique vit dans son tube digestif, ce qui facilite sa digestion et fournit des vitamines. Mais le truc insane, c'est que cette levure est entretenue dans des organes spécifiques appelés mycétomes et qu'au moment de la ponte, la levure est déposée à la surface des œufs. La larve juste éclose dévore la coquille de l'œuf et ingère ainsi la levure. Voici une espèce proche également très connue, la petite vrillette, Anobium punctatum, que l'on trouve souvent en train de se balader dans les meubles des maisons. Et enfin pour terminer notre petit trio infernal, la vrillette du pain, Stegobium paniceum. Contrairement à la vrillette du tabac, celle-ci ne se nourrit pas à l'état adulte. Mais la larve par contre... La larve, comment dire ? Elle est polyphage avec une attirance pour tous les produits amylacés, du coup elle est connue pour infester une variété de matériaux stockés assez pétés. Petite liste, c'est parti. Le pain, forcément, bien joué Jérôme, mais aussi la farine, les céréales, les médicaments sur ordonnance, la poudre de strychnine, les aliments emballés, les nids de pigeons, les ruches, les herbiers, les collections entomologiques, les animaux naturalisés, les livres, les tableaux. Globalement, tous les objets contenant des matières végétales et animales, donc laine, poils, cheveux, hop, ça y passe. Tellement la vrillette du pain est casse-couille, on a fait de la lutte biologique dans les musées. C'est ainsi qu'au Muséum de Vienne, on a effectué des lâchers de l'Ariophagus distinguandus, un hyménoptère qui parasite le stade prénymphal des vrillettes, ce qui a permis d'éliminer les ravageurs s'attaquant aux toiles faites à base de colle d'amidon. On vient de parler d'une espèce qui bouffe à peu près tout d'origine organique, alors continuons sur notre lancée avec la prochaine famille. Appelés skin beetles par les anglophones, on dénombre environ 700 espèces de dermestidés, au corps rond et ovale mesurant au maximum 1 cm. S'ils sont si connus, c'est parce que ce sont des charognards qui se nourrissent de matières animales sèches, comme la peau, les poils, les plumes ou encore les insectes morts, ce qui fait des dermestes des ennemis redoutables pour l'entomologiste collectionneur. En revanche, ce sont de très bons alliés pour les taxidermistes, car ils nettoient les carcasses fragiles et les transforment en squelettes intacts. C'est le cas pour le dermeste du lard, Dermestes lardarius. Vous connaissez la chanson, la nécrophagie des dermestidés en fait des espèces importantes du point de vue entomologie médico-légale, car comme c'est le cas pour les hystéridés, la présence de certaines espèces de dermestes peut faciliter la compréhension d'enquêtes criminelles. Forcément, la plupart des dermestidés vivent sur les carcasses d'animaux, mais d'autres espèces dans les nids d'oiseaux, ou de mammifères, et même d'hyménoptères. Mais d'autres sont également parasites de céréales, comme c'est le cas du dermeste du grain, Trogoderma granarium, qui affecte grandement les réserves de nourriture, grâce à sa capacité à se multiplier rapidement. Le genre Anthreinus est l'un des plus diversifiés parmi les dermestidés. On a l'entraîne des musées, Anthreinus museorum, qui pose pas mal de problèmes aux conservateurs et qui, comme la vrillette du pain, mange quasiment tout au stade larvaire. Comme la plupart des dermestidés, les larves se distinguent par leur soie modifiée en aiguille, qui se détachent sitôt qu'on les effleure. Super moyen de protection. Perso, il y a aussi la larve de l'entraîne du bouillon blanc, que je trouve assez rigolote avec son corps plus large à l'arrière. Cette espèce d'insecte est la première pour qui fut démontré le rythme circadien annuel, ce qui en fait un beau modèle d'étude à ce niveau-là. Mesdames et messieurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, bravo, on a fait un bon bout de chemin dans ce grand groupe des coléoptères, mais il nous reste un mastodonte, l'infraordre des Cucugimorphia. C'est le groupe le plus diversifié et de loin, dedans on retrouve une multitude de coléoptères emblématiques, concrètement tous ceux dont on n'a pas encore parlé. Au total on dénombre 7 superfamilles de Cucugimorphia, les Cléroidea, les Coccinelloidea, les Tenebrionoidea, les Limexilloidea, les Cucujoidea, les Chrysoméloidea et enfin les Curculionoidea. Prêt pour la dernière ligne droite ? Allez, on embraye. Les Cléroidea sont une petite superfamille de coléoptères avec seulement 10 000 espèces recensées, pour la plupart élancées, dotées d'élytres assez souples, de couleurs vives et recouverts de pas mal de soie sur le corps. La famille la plus importante est celle des Cléridés.
La plupart des cléridés sont des prédateurs qui se nourrissent d'autres coléoptères et de leurs larves. Et bah du coup, la majorité des études sur les cléridés portent sur leur utilisation en lutte biologique, notamment contre les scolites. C'est pas la première fois qu'on évoque ces foutus petits scolites, mais promis, on en parle bientôt. On a également des cléridés qui sont charognards, du coup on les utilise en entomologie médico-légale, tandis que d'autres espèces sont plutôt pollinisatrices. Les larves par contre sont full prédatrices. Les plus grandes espèces de cléridés ne dépassent guère 2 cm, mais grâce à leur couleur vive, ils sont facilement repérables, comme c'est le cas du tricote des ruches, également appelé clairon, qui vit en Europe. Avec cette espèce, on a tous les critères caractéristiques des cléridés. Élytres rouge et bleu métallique très sombre, pilosité importante, abdomen bleuté. Essentiellement phytophage, le clairon adulte se trouve généralement sur les apiacées, les astéracées ou les aubépines. Les larves, en revanche, vivent dans les nids d'hyménoptères, où elles dévorent les larves, d'où le nom d'espèce Trichodes alvearius, en référence aux alvéoles des ruches. Au sein de la superfamille des Cléroidea, on a également d'autres familles intéressantes, comme celle des Méliridés, qu'on rencontre en Amérique du Nord, ou encore des rongeurs d'écorce, comme les Trogocytidés. Mais bon, on zappe tout ça pour s'attaquer à une grosse superfamille, celle des Coccinelloidea. Par contre, on va pas tergiverser, il y a une dizaine de familles dedans, mais nous on va seulement parler de la plus emblématique, celle des Coccinellidés. Communément appelés coccinelles, on en compte environ 6000 espèces. Et faut le dire, ces petits coléoptères sont généralement très appréciés de la plupart des gens, même par ceux qui n'aiment pas vraiment les bestioles d'habitude. Les coccinelles se distinguent par différents traits. Elles sont petites, entre 1 mm et 1,5 cm au maximum. Leur corps a une face ventrale plane et une face dorsale arrondie ou ovale, pourvue de courtes pattes. Les élytres peuvent être marqués de taches, de points ou de bandes avec des couleurs variées, souvent vives, signalant aux prédateurs la toxicité des coccinelles. Magnifique exemple d'aposématisme. Les coccinelles sont également capables de sécréter des composés chimiques par l'articulation de leurs pattes, tels les méthoxypyrazines. Oui. Pendant l'hiver, les coccinelles se mettent en diapause et trouvent refuge sous les pierres, sous l'écorce des arbres ou encore au niveau de vos fenêtres, entre les volets, par centaines d'individus. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir ça, vous savez de quoi je parle. Hippodamia convergence, la plus commune des coccinelles d'Amérique du Nord, est également connue pour effectuer d'immenses rassemblements dans les vallées de montagne de l'ouest des États-Unis. Une armée de coccinelles prête à passer l'hiver sous diapause. Puis au printemps, les adultes se dispersent et cherchent des sites appropriés pour pondre leurs œufs, là où les pucerons sont abondants. Contrairement à ce que vous pourriez penser, les coccinelles sont polyphages. Et non, elles ne bouffent pas toutes des pucerons. On retrouve tout type de régime alimentaire chez les coccinellidés. Certaines espèces sont phytophages, comme c'est le cas de Enocephilacna vigintioctopunctata, la coccinelle de la pomme de terre, avec un petit nom scientifique bien énervé comme il faut. D'autres espèces sont mycophages et forcément d'autres prédatrices. Mais là aussi, il y a beaucoup de spécialisation dans les proies. Acariens, cochenilles, aleraudes et bien sûr pucerons. D'ailleurs, petit rappel de l'épisode sur les hémiptères, les aleraudes et les cochenilles sont de proches cousins des pucerons, puisqu'appartenant au même groupe d'Esternorhyncha. Ça, vous le savez, la voracité de certaines espèces de coccinelles en fait des insectes très appréciés en lutte biologique contre les ravageurs de culture, une excellente alternative aux insecticides. Et sinon, à quoi ça ressemble une larve de coccinelle ? Et bah à ça. Elles sont fuselées, de couleur bleu-gris et en général, elles sont encore plus voraces que les adultes, jusqu'à 9000 pucerons gobés durant les 3 semaines de leur développement. Les larves se fixent ensuite à une feuille où elles nymphosent quelques jours pour se transformer en adultes. Contrairement à une idée reçue un peu conne, je trouve, le nombre de points sur les élytres d'une coccinelle ne correspond pas du tout à son âge. Ce motif dépend exclusivement de l'espèce ou de la sous-espèce et est un critère d'identification. Mais sachez qu'au sein même de certaines espèces de coccinelles, il y a de grandes variations phénotypiques, comme c'est le cas chez la coccinelle asiatique Harmonia axyridis, dont il existe beaucoup de formes différentes. Cette espèce a été importée en Europe et aux États-Unis à la fin des années 80 pour la lutte contre les pucerons. Étant plutôt grosse pour une coccinelle, elle résiste bien aux prédateurs, mais sa prolificité et sa voracité en ont fait perdre le contrôle. Désormais, elle est considérée comme nuisible pour de nombreuses espèces de coccinelles autochtones, dont elle envahit le territoire et qu'elle tend à éliminer par compétition, comme notre bonne vieille coccinelle à 7 points, Coccinella septenpunctata, victime de la conquête de sa cousine asiatique. À part ça, comme d'autres coléoptères, les coccinellidés peuvent se faire parasiter par des hyménoptères,
comme avec le fascinant exemple de la coccinelle maculée, qui est l'hôte de la guêpe parasitoïde Dinocampus coccinellae, dont j'avais parlé dans l'épisode sur les hyménoptères, auquel je vous renvoie si vous voulez en apprendre plus sur ce parasitisme vraiment intriguant. Super famille suivante, et cette fois on s'attaque à un gros morceau, avec les Tenebrionoidea, où je vais être obligé de vous parler de plusieurs familles. On commence avec la plus obvious. Les Tenebrionidae, c'est près de 20 000 espèces. Pour un néophyte, les ténébrions ressemblent pas mal aux carabes, dont on a parlé au début de l'épisode. Mais pourtant, nous allons voir que leurs mœurs écologiques sont bien différents. En effet, la plupart des ténébrions sont détritivores, et se nourrissent de matières végétales sèches ou décomposées, de bois, de champignons, et quelques espèces s'attaquent aux plantes ou sont carnassières, donc on est loin des redoutables prédateurs que sont les carabes. Certains Tenebrionidae peuvent émettre un liquide foncé nauséabond comme moyen de défense. Comme technique, on commence à connaître. Vous tous, vous connaissez au moins une espèce de Tenebrionidae, le Ténébrion meunier, Tenebrio molitor. Mais pour la plupart, vous le connaissez sous sa forme larvaire qu'on appelle communément le ver de farine. Même si malgré ce nom, et le fait que d'un point de vue extérieur, en étant légèrement aveugle et bourré, on pourrait croire que peut-être il s'agit d'une espèce de ver, eh bien sachez que phylogénétiquement, il n'a rien en commun avec un ver, puisqu'on est bien en présence d'une larve de coléoptère. Bon, à la limite, les vers et les insectes sont des protostomiens, mais au passage, ver, ça veut pas dire grand chose d'un point de vue taxonomique. Ça c'est gratos, mais on en reparlera dans une future vidéo. Je reviens à nos coléos. Le Ténébrion meunier a été disséminé aux 4 coins du monde et ça fait un bail à cause des échanges commerciaux de denrées alimentaires dont il est friand. Il est capable de vivre dans les denrées stockées très sèches, notamment dans la farine, et par le passé on trouvait de nombreuses larves dans les anciens moulins, d'où son nom de Ténébrion meunier. De nos jours, le ver de farine est certainement l'une des espèces d'insectes les plus élevées au monde. On s'en sert comme appât pour la pêche, pour faire des farines d'insectes, pour l'alimentation des animaux et même celle des humains. Son succès en élevage tient principalement à une chose, il n'a quasiment pas besoin d'eau. Cette non-dépendance à l'eau s'explique par sa faculté à récupérer l'eau contenue dans l'air atmosphérique et dans les aliments très desséchés, ce qui facilite énormément sa maintenance. Car oui, retenez bien ça, près de la moitié des espèces de ténébrions dans le monde vivent dans les régions stépiques et désertiques, où ils constituent une partie importante de la biomasse invertébrée, et leur succès évolutif s'explique par leur indépendance à l'eau sous sa forme liquide. Ce pouvoir est poussé à l'extrême chez le ténébrion du désert, Onimacris ungicularis. Cette espèce est endémique de Namibie, où elle vit dans les déserts proches de l'océan Atlantique. Ses pattes sont beaucoup plus longues que celles des autres ténébrions, lui permettant de soutenir son corps à une grande distance du sable brûlant, et de passer d'une dune à l'autre à une vitesse considérable. La vie du ténébrion du désert est une gigastrate. La journée, il fait trop chaud, faut se planquer à l'ombre. En fin de journée, faut s'exposer au soleil avant qu'il fasse nuit pour accumuler la chaleur nécessaire, car la nuit, faut creuser un terrier et se planquer dedans tellement il caille. Puis le matin, c'est le moment le plus important. Quand les dunes de sable sont plongées dans un épais brouillard, c'est là que le ténébrion du désert dévoile tout son talent. Il se positionne sur les crêtes des dunes, lève son abdomen dans le sens du vent et baisse la tête. Dans cette position, il attend que le brouillard se condense sur son corps. L'eau passe par la rainure centrale de l'abdomen pour arriver jusqu'à sa bouche. L'humidité ainsi obtenue peut représenter jusqu'à 40% de son poids corporel. En plus de ça, ses élytres sont constellés d'innombrables protubérances microscopiques aux pointes hydrophiles, facilitant la condensation de l'eau, avec des creux hydrophobes servant à l'évacuer. Cette technique de drainage hautement performante est mise en pratique par une société allemande pour une peinture de façade assurant l'évacuation très rapide de l'eau, un excellent exemple de biomimétisme. Et si tout ça ne suffisait pas, notre ténébrion du désert peut vivre des mois sans manger et atteindre une longévité de 9 ans, extraordinaire pour un coléoptère. Allez, juste pour le plaisir, voici quelques autres espèces de Tenebrionidae, comme Calognathus chevrolati, qui vit lui aussi en Namibie et dont les mâles possèdent d'impressionnantes mandibules qui rappellent un peu nos amis Lucanidae. Très insolite aussi, voici Prionotheca coronata, originaire d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il est muni d'épines pointues sur le bord des élytres et sur les tibias des pattes postérieures et médianes. Dans le même style, il existe Bolithotheus cornutus, avec les belles protubérances clipéales et thoraciques des mâles. La parade nuptiale débute lorsque le mâle piétine la femelle, de sa tête à l'extrémité de son abdomen, puis reste cramponné à ses élytres, parfois plusieurs heures, jusqu'à finalement se retourner puis s'accoupler. Les spécimens avec de grandes cornes ont plus de chances d'être remarqués par les femelles, forcément. Vous pariez combien que ce machin peut se faire rouler dessus par un 4x4 comme si de rien n'était ?
C'est au sein de la famille des Ophéridés qu'on trouve un recordman du monde animal, avec Nosoderma diabolicum, le coléoptère du diable. Cette espèce est réputée pour être capable de survivre après avoir été littéralement écrasée par une bagnole. Ces élytres fusionnés ont d'incroyables propriétés flexibles lui permettant de résister à des pressions énormes. Il vit dans les zones arides de la côte ouest des États-Unis où il trouve refuge sous les pierres. Si vous voulez en savoir plus sur ce tank vivant, je vous renvoie vers l'excellente vidéo de Bugs & Pixels sur le sujet. Croyez-moi ou pas, mais la première fois que j'ai vu un Méloé, j'ai cru que c'était une reine fourmi. On compte environ 2500 espèces de méloïdés, et la première chose frappante qu'on peut dire, c'est que chez certaines espèces, l'abdomen de la femelle est très étendu en arrière des élytres, qui eux sont très courts, comme c'est le cas chez le méloé printanier, Méloé proscarabeus, qui est donc incapable de voler. En tout cas, ça leur donne vraiment un aspect unique. Attention, tous les méloïdés n'ont pas cette gueule-là, et on retrouve beaucoup d'espèces dotées d'ailes, comme par exemple la mouche d'Espagne et son ver vif, Lita vesicatoria, qui n'est pas du tout un diptère d'ailleurs. Son autre petit nom c'est la cantharide officinale, et là aussi c'est pas du tout un cantharidé, va falloir arrêter avec les noms vernaculaires. Par contre, officinale c'est intéressant, puisque cette espèce a été très utilisée en pharmacopée pour soigner de nombreuses affections. Au 19e siècle, la récolte de cantharide officinale était assez répandue et rémunératrice. Les composés chimiques véhiculés par l'hémolymphe des mâles, appelés cantharidines, constituent une forme de protection à l'égard des prédateurs. Mais ingérés en grande quantité, ils peuvent être toxiques, voire mortels pour l'homme. L'ingestion de cantharide officinale séchée, en guise de stimulant sexuel, est d'une efficacité peu crédible, mais d'une toxicité certaine. Les méloïdés adultes se nourrissent de pollen, tandis que les larves sont prédatrices. Ce qui est plutôt intéressant au sein des méloïdés, c'est le cycle de vie très complexe de certaines espèces. Tenez, gardons l'exemple de notre méloé printanier. À la belle saison, la femelle pond plusieurs milliers d'œufs dans le sol, puis des larves pourvues de griffes éclosent. On les appelle les triongulins. Ces larves grimpent sur les fleurs et attendent l'arrivée d'un hyménoptère pour s'y accrocher. Les triongulins qui réussissent à se faire transporter jusqu'au nid se détachent et vont pouvoir aller grailler les œufs et les réserves de pollen. Les triongulins peuvent ainsi occasionner de lourds dégâts dans les colonies d'abeilles. Les méloïdés peuvent aussi émettre une sécrétion irritante lorsqu'ils sont dérangés. J'ai comme une impression de déjà-vu. Rapidos, il y a 3 autres familles qu'on peut évoquer de par leur morphologie caractéristique. On a les Tricténotomidés, de gros coléos aux puissantes mandibules d'Asie du Sud-Est, souvent en train de voler la nuit autour des lumières. On n'en connaît qu'une dizaine d'espèces, mais vous pouvez admirer ici un joli Tricténotoma childreni avec ses 6 cm, beaux bestiaux, ouais. Sinon, il y a aussi les Anthicidés, avec quelques 3500 espèces qui présentent un bel exemple de myrmécomorphisme, le fait de ressembler à des fourmis. C'est notamment le cas des espèces du genre Acanthinus qui imitent de façon trompeuse les mouvements et la coloration des fourmis auxquelles ils se mêlent pour se nourrir dans la végétation. Et enfin les Mordélidés, 1500 espèces avec la particularité de posséder un abdomen en forme de pointe qui les aide à effectuer des mouvements culbutants lorsqu'ils tentent de s'échapper d'un prédateur. C'est des sortes de séries de sauts très rapides quoi. Ok, je vous le dis, les 2 prochaines superfamilles, ça va être vite fait bien fait, puisque la superfamille des Limexilloidea n'est composée que d'une seule famille du même nom, les Limexillidés. On les appelle communément en anglais Ship Timber Beetles, étant donné leur mœurs xylophages et leur réputation de mangeurs de bateaux. Ils peuvent s'attaquer aux arbres vivants ou en décomposition, et forcément à tout type de structure en bois, et forcément les bateaux. Ce sont principalement les larves qui causent les dommages par forage. Les scientifiques ont démontré qu'il existait une association symbiotique entre les larves de Limexillidés et certaines espèces de champignons, puisque ces derniers se développent dans les trous creusés par les larves, de parfaits environnements abrités, et en retour les larves se nourrissent des champignons. Sympatoche. Ensuite, on a la superfamille des Cucujoidea, qui comprenait autrefois toutes les familles qui font maintenant partie de la superfamille des Coccinelloidea. Désormais, on place au sein des Cucujoidea des coléoptères qui vivent sous l'écorce des arbres, comme les Cucugidés et leur corps allongé, ou encore les Laemoploeidés et leur apparence sympathique. Mais bon, c'est assez cryptique, on va pas se mentir. Il nous reste donc 2 superfamilles de coléoptères à traiter. Mais qu'elles sont énormes! Les Chrysoméloidea, c'est plusieurs dizaines de milliers d'espèces dont la majorité sont soit des Chrysomélidés, soit des Cerambycidés. Alors allons-y gaiement avec nos amis les chrysomèles.
Les chrysomélidés, ce n'est pas moins de 37 000 espèces réparties dans une dizaine de sous-familles, et toutes se nourrissent de plantes. Chaque espèce affectionne une famille de plantes, voire un même genre de plantes, et si je vous dis ça, vous vous en doutez, c'est que pas mal d'espèces ont posé des problèmes à Homo sapiens dans l'histoire de l'agriculture. Et pour commencer, quoi de mieux comme exemple que le doryphore de la pomme de terre, Leptinotarsa decem lineata, ultra reconnaissable avec ses élytres jaunes rayés de noir. Cette chrysomèle spécialisée dans les plantes de la famille des Solanacées est un ravageur important tant à l'état adulte qu'à l'état larvaire des cultures de pommes de terre, qu'elle peut anéantir avec une défoliation totale. Le doryphore peut également s'attaquer à d'autres plantes de la même famille, comme la tomate ou l'aubergine. Originaire du Mexique où il vivait à l'origine aux dépens des Solanacées sauvages, il fut d'abord découvert aux États-Unis en train d'envahir des cultures de pommes de terre à la fin du 19e siècle, avant d'être introduit en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale, et il s'est depuis répandu dans presque toute l'Amérique du Nord ainsi que dans les zones tempérées de l'Ancien Monde jusqu'en Extrême-Orient, où il reste un vrai cauchemar pour les agriculteurs. My life, it's potato. Autre chrysomèle problématique avec le cryocère du lys, Lilioceris lili, qui depuis son introduction en Amérique fait des ravages dans les collections de lys cultivés. En Nouvelle-Écosse, le cryocère du lys semble être carrément à l'origine d'un effondrement du nombre d'espèces de Liliacées. Cette espèce semble avoir profité des échanges de lys par les jardiniers et les jardins botaniques pour conquérir le monde. Ce qui rend les choses compliquées, c'est que sa larve est très bien camouflée. Elle s'enveloppe d'un mélange d'excréments, d'exuvis et de mucus translucide, lui donnant l'apparence d'un boudin enroulé tout mouillé. Les adultes, quant à eux, volent très rapidement et sont aussi capables de striduler bruyamment pour effrayer un prédateur. Au cours de cet épisode, on a évoqué un paquet d'espèces capables de sécréter des substances diverses et variées, mais si on devait désigner le roi de la capacité, ce serait probablement le crachant, Timarca tenebricosa, qui émet son hémolymphe par la bouche et les articulations afin de repousser ses prédateurs. Les élytres du crachant sont soudés et il ne peut donc pas voler, et sinon sa larve est trop rigolote. Mais c'est aussi le cas pour d'autres espèces du genre Timarca, que j'ai d'ailleurs souvent l'occasion d'observer dans les massifs dunaires en Manche. De bonnes grosses larves verdâtres boudinées pour un petit côté SF des familles. Une sous-famille importante de chrysomélidés, c'est celle des cassidinés, couramment appelées cassides ou coléoptères tortues, à cause de leur forme ovoïde et leur tête cachée rappelant la carapace des chéloniens. On peut citer la casside dorée, Charidotella sexpunctata, une magnifique espèce américaine. Mesurant seulement un demi-centimètre, cette casside possède les marges des élytres élargies et qui sont presque transparentes. De plus, sa couleur change au cours du développement, lors de l'accouplement ou quand l'insecte subit un stress. Il y a aussi le fulgurant Achromys sparsa, très caractéristique par le comportement étonnant des mâles, qui se livrent à des combats avec leurs élytres prolongés de longues pointes dirigées vers l'avant. Les trous qu'on voit sur les élytres de beaucoup d'individus sont des cicatrices de combat. De plus, les femelles de cette espèce sont connues pour prodiguer des soins maternels. En effet, elles gardent les groupes de larves occupés à se nourrir, en restant à proximité, et peuvent même se positionner au-dessus pour les protéger. Bien sûr qu'on a des cassides ravageurs, comme Dicladispa armigera, un des coléoptères les plus nuisibles des rizières d'Asie méridionale. Les adultes grignotent la surface des feuilles, tandis que les larves creusent des galeries dans le parenchyme. Perso, je le trouve stylé avec son corps aplati couvert de longues épines. Pour en terminer avec les chrysomélidés, je ne pouvais pas ne pas parler de la splendide chrysomèle grenouille, Sagra femorata. Originaire d'Asie du Sud-Est, elle doit son nom à ses épaisses pattes postérieures qui lui servent à sauter, évidemment. On est d'accord, ce truc est une courtilière ? Famille très mystérieuse que sont les Vespéridés. On en recense très peu d'espèces, et ce dont on est sûr, c'est que toutes les larves se nourrissent de racines. Mais si j'ai décidé de vous parler des Vespéridés, c'est uniquement à cause d'une espèce, Hippocephalus armatus, qui a la gueule d'un fucking taupe-grillon, qui est un orthoptère, je le rappelle. On a donc un super exemple de convergence évolutive. Les coléoptéristes sont longtemps restés dubitatifs quant à sa phylogénie. Il n'est connu que d'une petite région de l'est du Brésil, où les adultes aptères creusent des galeries. Bon, c'était juste une curiosité que je trouvais intéressante, mais maintenant on va parler de l'autre mastodonte au sein de la superfamille des Chrysoméloidea, que vous connaissez forcément, étant un signe du zodiaque. Ah, les Cerambycidés.
ceux qu'on pas capté, ce sont les capricornes, et on en compte un petit 35 000 espèces, rien que ça. On les nomme également longicornes du fait de leurs longues antennes dont la taille dépasse celle de leur corps, et qui ressemblent très vite fait à des cornes. L'hypothèse la plus vraisemblable serait que leurs antennes démesurées leur servent de balancier en vol. Les larves de capricorne sont généralement blanches et bien charnues. Elles se nourrissent de tiges, de troncs ou de racines, donc forcément, certaines espèces sont connues pour engendrer des dommages importants aux arbres. Les adultes ont soit à peu près le même régime alimentaire que les larves, en y ajoutant parfois du pollen, ou soit ils ne se nourrissent plus du tout, et vivent uniquement sur leurs réserves accumulées pendant la période larvaire, qui peut être très longue. L'écologie des cérambycidés se rapproche donc énormément de celle des lucanidés. Comme vous pouvez le remarquer, il y a un paquet d'espèces de cérambycidés avec des couleurs éclatantes, des motifs impressionnants et des particularités morphologiques vraiment uniques. Alors let's go pour une petite sélection avec un top 10 des capricornes élaboré par mes soins. En numéro 10, je vous présente une espèce dont j'ignorais l'existence avant que je ne la rencontre cet été, la lepture couleur d'heure, Leptura orulenta, qui possède des élytres noirs avec 4 taches jaunes en forme de V. On peut l'observer dans les boisements feuillus comme les lisières de forêt où elle se nourrit surtout de fruits mûrs. Mais forcément il y a plus beau à l'étranger, avec Aristobia approximateur, un magnifique capricorne asiatique au corps noir tacheté de jaune, mais en plus avec des touffes noires sur les premiers segments de ses antennes. Quelqu'un dit mieux ? Eh bien oui monsieur, moi je dis mieux, je vous présente Cosmimosa amiralis. Pas mal du tout dans le genre avec ses grosses touffes pubescentes sur les anténomères 3 à 6, un des capricornes les plus remarquables. Bon allez, on revient sur du plus brut de décoffrage avec l'espèce française la plus emblématique, le grand capricorne, Cérambix cerdo, dont la larve est connue pour affectionner grandement les vieux chênes, où elle creuse des galeries pendant 3 à 5 ans jusqu'à atteindre environ 8 cm. Ça laisse présager la taille de l'imago. Et ouais mon gars, le grand capricorne peut mesurer jusqu'à 5 cm, ce qui commence à faire du beau bestiau pour un insecte de chez nous. Cette espèce est crépusculaire et nocturne, mais peut néanmoins être observée pendant la journée sur les fruits mûrs ou sur le tronc des arbres en train de se nourrir de sève. Les adultes sont souvent grégaires pendant leur courte vie d'un petit mois, et ne s'éloignent que rarement de l'arbre qui les a vus naître. On n'en a pas encore parlé, mais tout comme le grand capricorne, beaucoup de cérambycidés sont capables de striduler, en émettant un son très caractéristique. Ils raclent leur tête contre le pronotum lorsqu'ils se sentent menacés. En 6ème position, il y a toute une tribu de capricornes, les Rhinotragyni, qui fédèrent quelques-uns des plus remarquables exemples de mimétisme des guêpes des familles des ichneumonidae et des braconidés. Cette étonnante faculté semble les protéger d'éventuels prédateurs, d'autant plus que ces coléoptères se nourrissent au milieu des abeilles et des guêpes. Pratique. Pour obtenir un tel mimétisme, les élytres sont subulés et presque invisibles, exposant largement les ailes membraneuses et l'abdomen. Mis à part ça, saviez-vous que c'est au sein des cérambycidés qu'on retrouve l'unique coléoptère dont les antennes modifiées sont munies d'un dard, genre avec une glande à venin, des canaux de sécrétion et tout le matos, un exemple intéressant d'évolution convergente avec les hyménoptères et les scorpions. Onychocerus albitarsis vit en Amérique du Sud, où il se nourrit d'anacardiacées et de forbiacées, des familles de plantes comptant beaucoup d'espèces toxiques, qui potentiellement pourraient constituer la source des substances irritantes que le capricorne inocule lorsqu'il se défend. En 4ème place, voici un géant, mais pas tout de suite celui auquel vous pensez. Admirez Macrodontia cervicornis, d'Amérique du Sud, pouvant mesurer jusqu'à 15 cm de long. Son corps est aplati et il possède des mandibules incurvées munies d'une dent interne. Sa larve, quant à elle, peut atteindre 21 cm de long. Elle se développe dans les cocotiers ou les palmiers où elle creuse de vastes galeries de plus d'1 mètre de long et de 10 cm de large. La période larvaire est extrêmement longue, jusqu'à 10 ans bordel. Sur la 3ème marche du podium se positionne une espèce que vous connaissez sûrement si vous êtes un peu naturaliste, la Rosalie des Alpes, Rosalia alpina, une espèce rare et protégée de capricorne qu'on reconnaît aisément à son corps gris-bleu avec ses taches noires. Ses très longues antennes portent des touffes de soie noires à chaque article. Si vous ne l'avez pas encore observée et que vous êtes chanceux, vous la rencontrerez peut-être un jour dans l'Hexagone. En numéro 2, il est enfin là, le Titan Titanus giganteus, peut-être le plus gros coléoptère du monde. Mais pourquoi peut-être ? Bah ouais, tout à l'heure je disais que c'était le dynastie Hercule, j'ai aussi parlé d'autres scarabées qui étaient potentiellement candidats au titre du plus gros coléoptère du monde, et gna gna gna. Bah en fait c'est super galère, car tout dépend de quels critères on retient.
Est-ce qu'on prend en compte la largeur du corps? Ou alors on se focalise sur la longueur totale en comptant les antennes? Est-ce qu'on compte les cornes pour les dynastes? Plein de questions sans réponse en fait. Mais en tout cas, en longueur du corps, le titan est largement devant avec ses 16 cm de long. Ce géant se rencontre dans les forêts pluviales de Colombie, du Pérou, d'Équateur, de Guyane et du Brésil. Les mâles se défendent par des sifflements d'alerte et se combattent à l'aide de leurs épines et de leurs puissantes mandibules. On ne sait pas grand chose sur les larves qui se développent probablement dans de très gros arbres morts ou mourants et leur développement doit demander plusieurs années. En revanche, leur hôte reste encore inconnu. Les adultes ne se nourrissent pas et se consacrent uniquement à la reproduction. Et du coup, non, le titan n'est pas top 1. Car à mes yeux, l'espèce de capricorne la plus fascinante est sans conteste l'arlequin de Cayenne, Acroninus longimanus, originaire lui aussi d'Amérique du Sud. Il y a deux choses que je trouve dingues chez ce cérambycidé. Déjà, son motif remarquable sur les élytres, à l'origine de son nom d'arlequin. Et forcément, ses pattes antérieures extraordinairement allongées. Les mâles en ont des beaucoup plus longues que les femelles qu'ils utilisent pour défendre les lieux d'accouplement convoités par leurs rivaux. En maintenant leurs pattes perpendiculaires au corps, ils donnent des coups de tête et mordent leur adversaire. Les adultes mesurant jusqu'à 7 cm sont arboricoles, tandis que les larves vivent exclusivement dans les troncs d'arbres tombés de la famille des moracées, comme le ficus. L'arlequin de Cayenne est également connu pour entretenir des relations commensales florétiques avec des petits pseudoscorpions. Concrètement, ça veut dire qu'il les trimballe sur son corps un peu partout, genre c'est un Uber à pseudoscorpion. Il nous reste désormais à parler de la dernière superfamille de cet épisode, celle des Curculionoidea, couramment appelée charançon. Qu'on pose les bails dès le début, les Curculionoidea c'est près de 95 000 espèces. Ah bah ouais, ça déconne plus là. Pour faire large, on peut utiliser le terme de charançon pour parler de toutes les espèces de la superfamille, toutes caractérisées par leur rostre allongé qui abrite des pièces buccales masticatrices et non des pièces buccales perforantes comme chez les punaises. Chez les charançons les plus dérivés, le rostre comporte une rainure dans laquelle l'insecte peut replier le premier segment de ses antennes. De nombreux, très nombreux charançons sont considérés comme nuisibles en raison de leur prédisposition à endommager et à ravager les cultures, la très grande majorité d'entre eux étant phytophages, tout comme les chrysomèles. Il y a tellement d'espèces différentes et variées qu'on utilise même des charançons pour la lutte biologique contre les plantes envahissantes. Du coup forcément on a un paquet de familles sur les bras, mais on va tout de même tâcher de passer les plus importantes en revue. La famille la plus diversifiée est sans aucun doute celle des Curculionidae. La phylogénie de la famille est complexe tellement on compte d'espèces, 83 000 environ, ce qui fait des Curculionidae la famille de coléoptères la plus diversifiée, et par la même occasion la famille animale qui compte le plus d'espèces. Mais d'autres sources parlent de 51 000 espèces pour les Curculionidae, ce qui ferait techniquement des Staphylinidae les numéros 1. Sachez qu'il y a pas mal de sous-familles de Curculionidae maintenant élevées au rang de famille, donc c'est un peu le bordel et franchement je pense qu'il faut pas trop y faire attention. C'est enfin l'heure d'en parler, l'espèce de Curculionidae la plus célèbre, le scolite européen de l'orme, Scolytus multistriatus, qui n'est autre que le vecteur essentiel de la graphiose de l'orme, tout comme son cousin le grand scolite de l'orme, Scolytus scolytus. Les scolites disséminent le champignon pathogène Ophiostoma ulmi à l'origine de la disparition quasi totale des ormes en Amérique et en Europe. Mesurant seulement quelques millimètres de long, ce sont de tout petits coléoptères. Les femelles scolites creusent une galerie sous l'écorce des arbres affaiblis, à partir de laquelle d'autres galeries forées par les larves rayonnent presque perpendiculairement. Après leur émergence, les scolites adultes se nourrissent de jeunes rameaux et des pétioles des feuilles. Un peu comme pour les chrysomèles, globalement vous allez retrouver des charançons associés à la plupart des arbres. Le balanin des noisettes, Curculio nucum, est en étroite relation avec les noisetiers. Les adultes émergent du sol au printemps, puis dévorent les bourgeons, les feuilles, et perforent les cales des noisettes pas encore mûres pour se repaître. Niveau reproduction, c'est après avoir perforé l'enveloppe boiseuse que la femelle pond un œuf unique dans une noisette en cours de maturation. Seulement une semaine après la ponte, les larves éclosent et commencent à se nourrir de l'intérieur de la noisette. Elles y passent environ un mois, mangeant presque toute la noisette à leur guise. Celle-ci tombe alors avant sa maturité, puis à la fin de l'été, la larve perfore l'enveloppe extérieure du fruit et s'extirpe non sans mal d'un trou étonnamment petit pour sa taille.
Elle s'enfouit dans le sol où elle se confectionne une coque entre les racines du noisetier, à une profondeur de 10 à 15 cm afin de passer l'hiver. Et le cycle recommence. Bien que la majorité des balanins des noisettes bouclent leur cycle en un an, chez une proportion non négligeable d'individus, la diapause larvaire peut s'étaler sur près de 4 ans. Cet échelonnement des émergences vise à préserver la pérennité de l'espèce, notamment en limitant l'impact des coups durs climatiques. Quant à lui, Curculio cariatripes est un gros charançon emblématique nord-américain, intimement associé aux châtaigniers américains aujourd'hui presque disparus. Ils ont été décimés par un champignon, les populations de charançons ont décliné de la même manière que leurs plantes hôtes, et l'insecte est désormais rare, ne survivant que sur des espèces de châtaigniers autochtones ou introduites. En Amérique du Sud, il existe un charançon au régime alimentaire très original. En effet, Ludovix fasciatus mange exclusivement des œufs de criquets du genre Cornops, qui sont pondus dans les tiges de jacinthe d'eau. Et encore plus insolite, les adultes de cette espèce sont capables de nager en pratiquant une sorte de brasse avec leurs 6 pattes. Parlons maintenant de charançons à la morphologie atypique. On a Gagatophorus draco, qui appartient à une tribu de curculionidae originaire d'Australie. Il a un corps très robuste, couvert de tubercules, avec un rostre court, au point qu'il n'a plus du tout la gueule d'un charançon. En plus, ses élytres sont fusionnés, ce qui rend le vol impossible. Pteracanthus smithii est pas mal aussi niveau curiosité, puisqu'il présente une forme de mimétisme avec les diptères. La mouche Xenocaetina polita, abondante dans son habitat, semble constituer le modèle de la tromperie. Le processus de sélection ayant conduit à cet étonnant complexe mimétique entre coléoptères et diptères n'est pas entièrement élucidé. On a Cyrtotrachelus dux ou encore Macromyrus bicinctus qui utilisent leur tibia antérieur élargi en guise de massue lors des combats intra-espèces. Originaire de Nouvelle-Guinée, Gymnopholus lichenifera est une sorte d'arche de Noé miniature. Il porte sur son dos une petite communauté d'organismes incluant des lichens, des nématodes, des diatomées, des rotifères, des psocoptères et des acariens, rien que ça. En échange d'un substrat adapté et protecteur, le lichen fournit camouflage à son hôte. Allez, je vous balance l'un des charançons les plus remarquables. C'est pas comme si c'était la 100e fois de la vidéo que je disais ça pour un coléoptère, mais bon. Je vous présente Cerocramus extremus, qui vit en Nouvelle-Calédonie et appartient à une tribu, les Cranopoeini, un groupe de charançons connu pour produire au niveau du thorax et des élytres des sécrétions cireuses qui se solidifient et forment alors des structures en forme de cornes. L'avantage évolutif d'une telle structure, c'est pas trop, alors on va dire allez au pif la sélection sexuelle pour changer. Depuis tout à l'heure je vous montre des espèces aux couleurs assez ternes, mais il existe également des charançons aux couleurs éclatantes, comme le genre Eupholus et sa remarquable couleur bleu turquoise qui vit en Nouvelle-Guinée et dans les îles adjacentes, ou encore Eurinus magnificus d'Amérique centrale, pas mal non plus dans son genre avec sa cuticule métallique. Pour en terminer avec les curculionidae, je vais vous parler d'un cas unique au sein des coléoptères, puisque les scientifiques ont découvert une espèce de charançon eusocial. Il faut savoir que dans le monde des insectes, seuls les hyménoptères et les termites ont évolué vers l'eusocialité. Australatypus incompertus est originaire d'Australie, où il forme des colonies multigénérationnelles au cœur des eucalyptus. Les groupes contiennent une seule femelle fécondée qui est protégée et prise en charge par un petit nombre de femelles non fécondées, qui font également une grande partie du travail, puisque la caste ouvrière stérile cultive de véritables jardins de champignons au sein d'un réseau complexe de tunnels parcourant la colonie. Comme quoi, quand un groupe est ultra diversifié, l'eusocialité peut apparaître. La famille suivante est une équipe professionnelle de ravageurs. Les Dryoptoridae étaient autrefois une sous-famille de Curculionidae, mais on les a désormais élevés au rang de famille. Et pour faire original, pas mal d'espèces posent de gros soucis à l'agriculture. C'est le cas du charançon rouge des palmiers, Rhynchophorus ferrugineus, originaire d'Asie du Sud-Est. Du haut de ses 3 cm, il a atteint le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen au milieu des années 80, et il est identifié dans le sud-est de la France en 2006. Il est tristement célèbre pour ses dommages considérables aux plantations de cocotiers, mais de nombreuses arrestacées peuvent être attaquées, faisant du charançon rouge des palmiers un candidat au titre du ravageur le plus redouté de la planète. Dans les palmiers les plus touchés, il a pu être recensé entre 300 et 1000 individus. On descend d'une échelle facteur 10, ne mesurant que 2 à 3 mm de long, le charançon du riz, Cytophilus oryzae, a accompagné l'homme tout autour de la planète au cours des derniers siècles, devenant lui aussi un très bon candidat au titre d'insecte le plus nuisible, et certainement le plus répandu dans les stocks de grains. Sa présence est évoquée par le dramaturge romain Plaute au IIe siècle avant Jésus-Christ.
Le charançon du blé, Cytophilus granarius, et le charançon du maïs, Cytophilus zeamis, sont des cousins très proches tout aussi ravageurs. Lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, les infestations de Cytophilus peuvent devenir très rapidement plus que problématiques. Genre pendant la Seconde Guerre mondiale en Australie, il a fallu détruire près de 40 tonnes de blé qui contenaient à elles seules près d'1 tonne de charançon. Autre famille, autre apparence. Les brentidés, ou brantidés, je sais pas trop comment ça se prononce, ont un corps généralement long et effilé, avec des antennes droites. Les longues perches, comme je les appelle, comme Brentus encorago par exemple. C'est au sein de cette famille qu'on retrouve la plus grande espèce dans l'univers des charançons. Originaires de Nouvelle-Zélande, certains mâles Lasiorhynchus barbicornis vont taper dans les 9 cm. Mais bizarrement, d'autres mâles ne dépassent guère les 2 cm. Et c'est là que ça devient très intéressant. Cette différence de taille s'explique par une double évolution dans la stratégie d'accouplement de l'espèce. Le combat entre les mâles d'un côté et l'accouplement clandestin de l'autre. Pour faire court, les mâles dotés d'une tête et d'un rostre très allongé sortent vainqueurs des combats et sont aptes à repousser les concurrents pendant l'accouplement. Et inversement, les mâles plus petits tentent de se faire oublier pour ne pas avoir à combattre, puis ils se glissent incognito auprès d'une femelle et s'accouplent alors même qu'elle est gardée par un grand mâle peu méfiant à l'égard du nabo, une stratégie qui paye dans la vie. On a aussi des brentidés qui sont gentils avec d'autres insectes, comme Amorphocephala coronata, qui manifestent un comportement pseudo-altruiste avec des fourmis du genre Camponotus, puisqu'ils régurgitent de la nourriture en faveur des ouvrières. Des fourmis ont même été observées accrochées à notre ami en essayant activement de le retenir dans leur nid, du genre « Reste chez nous, provisions sur pattes !» On arrive au bout du voyage, et pour conclure, voici la famille de charançons que je trouve la plus impressionnante. Les Atellabidés prennent soin de leur progéniture, et cette fois-ci pas question de se contenter de se placer à l'arrache au-dessus des larves, non. Là on parle de construire un berceau en forme de cigare, fabriqué à partir d'une feuille de la plante hôte, bien évidemment. La larve se nourrit et se développe à l'intérieur de son petit nid douillet, duquel elle sortira un jour pour aller se nymphoser dans le sol. L'apodère du noisetier, Apoderus coryli, très répandu en Eurasie, est un bon exemple de charançon cigarier, comme on surnomme les Atellabidés. D'autres espèces, comme le métallique Pilolabus viridans, ont la particularité de fabriquer un berceau non pas en forme de cigare, mais en forme de sphère quasi parfaite. Puis on a Pterocolus ovatus, beaucoup plus malin que ça. Lui, il va carrément prédater les œufs de ses cousins Atellabidés pour ensuite déposer les siens dans les berceaux qu'il vient de piller. D'une pierre deux coups, c'est coffret. Votre attention s'il vous plaît pour la dernière espèce de cet épisode sur les coléoptères. Un Atellabidé endémique de Madagascar des plus énigmatiques, le charançon girafe, Trachelophoreus giraffa. Il mesure environ 2 cm de long et le cou des mâles est tout simplement gigantesque. Pouvant atteindre une taille presque 3 fois supérieure à celui des femelles, ce cou disproportionné est une arme de combat lors des véritables joutes que se livrent les mâles pour une femelle. Bah ouais, à quoi d'autre que pour le sexe ça aurait pu servir. Voilà, c'était l'incroyable succès évolutif des coléoptères et leurs élytres à toute épreuve. Cher public, nous avons fait la synthèse du groupe le plus diversifié sur Terre. Cet épisode était dense en informations, très intense, mais à la fois passionnant, en espérant que vous avez appris des choses, même pour les plus calés d'entre vous en entomologie. Une question mérite tout de même d'être posée. Pourquoi ? Pourquoi il y a autant d'espèces de coléoptères sur Terre ? Je vous laisse le choix entre 2 réponses. Première hypothèse. D'après McKenna et collaborateurs, au Jurassique, certains coléoptères auraient obtenu des enzymes dégradant les parois cellulaires des plantes à partir de bactéries et de champignons par transfert horizontal de gènes. Les nouveaux gènes ainsi obtenus auraient déclenché une radiation adaptative donnant naissance à la grande majorité des espèces de coléoptères phytophages. Si on additionne les Chrysomeloidea et les Curculionoidea, c'est quasiment 170 000 espèces. Ajoutez à ça un faible taux d'extinction au cours d'une longue histoire évolutive et une codiversification avec les angiospermes, et vous avez peut-être la formule qui explique la clé de la diversification des coléoptères. Deuxième hypothèse, le créateur, s'il existe, a une passion démesurée pour les coléoptères.
You know I'm guilty.